Bienvenue à toutes et à tous dans ce grand cours de français. Je suis Thomas, professeur de français depuis maintenant 15 ans. Aujourd'hui, je suis très heureux de partager avec vous cette vidéo très spéciale. Et quand je dis spéciale, c'est parce qu'elle contient absolument tout ce dont vous avez besoin pour parler français couramment. Si vous voulez apprendre, progresser, débloquer votre expression, vous êtes exactement au bon endroit. Avant de commencer, permettez-moi de vous présenter Laura. Laura apprend le français comme vous et elle va participer à toute cette aventure linguistique avec moi. Salut Laura, comment ça va aujourd'hui? Salut Thomas, bonjour à tous. Je vais très bien, je suis super contente d'être ici et surtout très motivée pour apprendre et améliorer mon français. Franchement, cette vidéo est comme un rêve pour moi parce que je sais qu'on va aborder énormément de choses. Je suis prête. C'est exactement l'esprit qu'il faut. Alors, vous qui regardez cette vidéo, je vous invite tout de suite à prendre un carnet, un stylo, à vous installer confortablement, car ensemble, nous allons explorer toutes les bases et les points essentiels du français. La prononciation, la grammaire, le vocabulaire, les temps des verbes, les phrases pratiques du quotidien et même les erreurs courantes à éviter. Ce cours est structuré pour vous accompagner de manière claire et progressive, en partant des bases, puis en allant jusqu'à un niveau intermédiaire solide, voire avancé. Vous allez apprendre à parler naturellement, comprendre facilement et surtout, vous allez gagner en confiance. Laura, est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs pourquoi c'est important d'écouter cette vidéo entièrement? Bien sûr, je suis comme vous, une apprenante. Et souvent, quand j'étudie, je vais d'une vidéo à une autre, je passe rapidement sur certaines choses, et j'oublie. Mais cette vidéo-ci est différente. Elle est très complète et surtout, elle est organisée de manière logique. Pour une fois, on va pouvoir suivre une vraie progression, commencer par la prononciation, passer par la grammaire, puis pratiquer des phrases du quotidien, des dialogues et tout ça de manière naturelle, fluide. Je pense vraiment qu'on devrait tous sauvegarder cette vidéo et y revenir régulièrement. Moi, je vais le faire en tout cas. Très bonne idée. Maintenant, je vais vous expliquer rapidement la structure précise de ce cours. Comme ça, vous savez exactement ce que vous allez découvrir avec nous dans cette grande vidéo. D'abord, nous verrons les fondamentaux. Comment prononcer correctement les sons français, comment bien articuler, comment éviter les erreurs fréquentes de prononciation. Ensuite, nous irons vers les bases essentielles de la grammaire. Le genre, les articles, les adjectifs, les pronoms, tout ce dont vous avez absolument besoin pour parler de façon claire. Dans une deuxième partie, nous étudierons ensemble les temps essentiels, présent, passé composé, imparfait, futur proche et futur simple, avec beaucoup d'exemples très pratiques. Puis, on passera aux phrases clés pour parler du quotidien. Se présenter, commander au restaurant, réserver un hôtel, aller chez le médecin, bref, tout ce dont vous avez besoin pour vivre en français dans des situations réelles. Ensuite, on analysera des expressions françaises authentiques, celles qu'utilisent les natifs au quotidien, pour vous aider à mieux comprendre, à parler plus naturellement, sans avoir peur de faire des fautes. Enfin, on terminera par les 25 erreurs fréquentes que font les apprenants, avec les solutions concrètes pour les éviter facilement. Laura, comment tu te sens face à ce programme très complet? Honnêtement, Thomas, je suis super enthousiaste. J'ai l'impression d'avoir enfin trouvé un cours complet qui va répondre à toutes mes questions. La prononciation, c'est quelque chose qui me fait peur parfois, donc j'ai hâte d'aborder cette première partie. Et les erreurs fréquentes, j'en fais beaucoup sans le savoir, donc ça va être super utile aussi. Je suis sûre que cette vidéo va vraiment changer mon niveau de français. C'est exactement l'objectif, Laura. Cette vidéo n'est pas faite pour être regardée rapidement. C'est un véritable outil que vous allez pouvoir réutiliser plusieurs fois.
N'hésitez pas à prendre des pauses, à prendre des notes, à répéter avec nous, à voix haute. Et surtout, à sauvegarder ce contenu quelque part, pour pouvoir y revenir dès que vous en avez besoin. Je peux vous promettre une chose. Si vous suivez ce cours avec sérieux, à la fin de ces 2 heures ensemble, votre niveau de français aura déjà changé. Vous serez plus fluide, plus confiant, plus à l'aise à l'oral comme à l'écrit. Laura, tu as un dernier conseil à donner avant qu'on commence vraiment? Oui, je voudrais juste dire une chose importante. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Moi aussi, j'ai longtemps hésité à parler parce que j'avais peur de mal prononcer ou de faire des fautes de grammaire. Mais dans ce cours, avec Thomas, j'ai compris que faire des erreurs, c'est normal. Ce qui compte, c'est de comprendre pourquoi on les fait et comment les éviter à l'avenir. Donc, soyons courageux, pratiquons ensemble et profitons de ce cours exceptionnel pour enfin parler français couramment. Voilà une très belle manière de commencer. Alors, installez-vous bien, prenez vos notes et préparez-vous à une expérience linguistique complète. Nous allons débuter immédiatement avec la prononciation, la base absolue pour parler français de façon claire et fluide. Allons-y ensemble. Très bien. Nous allons maintenant commencer directement avec la prononciation, qui constitue véritablement la base de toute expression orale en français. Je veux insister tout particulièrement sur cette partie parce qu'elle est absolument essentielle pour bien communiquer, se faire comprendre facilement et aussi pour développer votre confiance. Souvent, on pense que la prononciation est secondaire, qu'on peut toujours s'en sortir avec quelques erreurs. C'est vrai dans une certaine mesure, mais en réalité, une prononciation claire facilite énormément votre vie quotidienne. Quand vous parlez français clairement, les gens vous comprennent mieux, ils vous répondent plus facilement et vous avez moins peur de parler en public. Je veux donc prendre le temps nécessaire pour que vous maîtrisiez parfaitement les sons principaux du français et que vous soyez très à l'aise avec ça. La première chose à comprendre, c'est que le français est une langue qui a beaucoup de sons différents, notamment des sons nasaux, des sons ouverts, des sons fermés, et bien sûr, ce fameux R français qui pose parfois problème à beaucoup d'apprenants. Nous allons tout expliquer ensemble, pas à pas. Je vais commencer par les sons voyelles, puis nous irons vers les consonnes les plus importantes. Mais d'abord, Laura, est-ce que toi-même, en tant qu'apprenante, tu pourrais nous dire quels sons en français t'ont posé le plus de problèmes quand tu as commencé à apprendre? Bien sûr, Thomas, avec plaisir. Alors honnêtement, je pense que comme beaucoup d'apprenants, le plus difficile pour moi au début, c'était les sons nasaux comme en et on, un, parce qu'ils n'existent pas vraiment dans ma langue maternelle. C'est quelque chose qui m'a beaucoup frustrée parce que j'avais toujours peur d'avoir l'air ridicule en les prononçant. L'autre difficulté majeure, c'est évidemment le fameux R français. Je ne savais jamais s'il fallait faire vibrer la gorge, ou rouler la langue, ou simplement l'articuler de façon différente. Ce que je trouvais le plus difficile, finalement, c'était de trouver des exemples ou des exercices pour vraiment pratiquer ces sons de manière efficace. Mais je dois dire qu'en voyant les expliquer et en les entendant régulièrement dans des phrases ou dans des conversations réelles, petit à petit, ils sont devenus beaucoup plus clairs et faciles pour moi. Je crois que le secret, c'est de s'entraîner régulièrement, lentement au début, puis d'accélérer progressivement. Une chose que j'ai aussi remarquée, c'est que quand tu exagères volontairement les sons au début, tu arrives à mieux comprendre comment les produire. Par exemple, le son en dans manger ou enfant, je l'ai exagéré longtemps, jusqu'à ce qu'il devienne plus naturel. Mais je suis très curieuse d'entendre tes conseils précis sur ces points-là. Tu viens de dire quelque chose de très important, Laura. Exagérer les sons au départ pour mieux les maîtriser ensuite. C'est exactement la stratégie que je recommande à mes élèves et que je vous conseille à vous
aussi qui nous écoutez. Quand vous apprenez la prononciation, il est primordial de ralentir, d'écouter attentivement, puis d'exagérer légèrement chaque son. De cette façon, votre bouche, vos lèvres, votre langue et même vos oreilles s'habituent à ces nouvelles sonorités. Quand vous serez plus à l'aise, vous pourrez progressivement prononcer ces sons de façon plus naturelle. Maintenant, rentrons dans le détail avec les voyelles nasales que Laura vient de mentionner. En français, il existe 4 voyelles nasales principales. Le son an, comme dans manger, le son on, comme dans maison, le son un, comme dans lundi, et le son in, comme dans vin. La particularité de ces sons, c'est qu'ils sont produits en laissant passer de l'air, non seulement par la bouche, mais aussi légèrement par le nez. C'est ça, une voyelle nasale. Voici comment pratiquer ces sons. Pour le son un, imaginez que vous ouvrez légèrement la bouche et que l'air circule à la fois par la bouche et par le nez. Vous pouvez essayer avec moi. Un, manger, enfant, banque, français. Essayez de répéter ces mots lentement. Le son on est très similaire, mais un peu plus fermé. Vous arrondissez légèrement les lèvres. On, maison, bonbon, citron. Le son un est souvent confondu avec le son in. La différence est subtile mais importante. Le son un, comme dans lundi, est légèrement plus ouvert que in, comme dans vin. Écoutons-les ensemble. Lundi, brun, parfum, un. Et maintenant le son in, comme dans vin, pain, train, chemin. Laura, est-ce que tu sens bien cette différence subtile entre ces 2 derniers sons, un et in? Oui, clairement, Thomas, maintenant que tu viens de les prononcer distinctement, c'est beaucoup plus évident. J'avoue qu'avant, je les confondais souvent, surtout quand je parlais vite ou quand j'étais un peu stressée. Mais le fait d'entendre chaque son très lentement, avec plusieurs exemples différents, ça aide énormément. Pour ceux qui nous écoutent, je vous conseille vraiment de répéter plusieurs fois chaque série d'exemples, comme Thomas vient de le faire. Ça permet non seulement de mémoriser ces sons, mais aussi de s'habituer à la façon dont votre bouche doit bouger pour les produire correctement. J'ai une petite question, Thomas. Pour quelqu'un qui apprend seul, comment savoir exactement si on fait bien les sons ou pas? Est-ce que tu as des astuces pratiques pour vérifier soi-même sa prononciation quand on n'a pas de professeur avec soi tous les jours? C'est une excellente question, Laura. Beaucoup d'apprenants ont effectivement ce doute. Comment être sûr que leur prononciation est bonne quand ils n'ont pas de professeur sous la main? Heureusement, il y a plusieurs astuces simples pour vérifier votre prononciation, même en travaillant seul. La première, c'est de vous enregistrer avec votre téléphone ou votre ordinateur en train de prononcer ces sons. Ensuite, écoutez-vous et comparez attentivement avec ma voix ou avec celle d'un locuteur natif que vous trouvez facilement sur YouTube ou dans des podcasts en français. Vous allez immédiatement remarquer les différences. La deuxième astuce, c'est d'utiliser la reconnaissance vocale de votre téléphone ou de votre ordinateur. Essayez de dicter des phrases qui contiennent ces sons difficiles. Si votre appareil comprend correctement ce que vous dites, c'est généralement bon signe. Sinon, ça vous montre immédiatement quels sons poseront problème aux francophones. Enfin, essayez aussi de parler lentement au départ, sans stress. Ralentir le rythme permet d'entendre plus facilement les différences de sons et donc de mieux ajuster votre prononciation. C'est exactement comme apprendre à jouer un instrument. Vous commencez lentement, vous pratiquez régulièrement et ensuite vous accélérez progressivement. Ce qui est très important, c'est de ne pas vous décourager.
La prononciation française peut sembler difficile au début, mais avec un peu de pratique régulière, elle devient rapidement plus facile et naturelle. Chaque jour, répétez quelques phrases lentement, en vous enregistrant ou en écoutant attentivement. Vous serez surpris des progrès rapides que vous allez réaliser. Maintenant, Laura, es-tu prête à passer à la suite? C'est-à-dire le fameux R français, ce son qui fait peur à tant d'apprenants. Oui, Thomas, je suis absolument prête à aborder le fameux R français. Je suis sûre que toutes les personnes qui apprennent le français ont déjà rencontré ce défi au moins une fois. Je me souviens encore de mes premiers mois d'apprentissage où je me demandais vraiment si je réussirais un jour à prononcer ce son correctement. À l'époque, ce R semblait presque impossible à maîtriser et j'avais peur qu'on ne me comprenne pas bien à cause de ça. Je sais que je ne suis pas la seule, beaucoup d'apprenants ressentent exactement la même chose. Personnellement, ce qui m'a aidé, c'était de pratiquer régulièrement des mots très simples et courts comme rouge, riz, rue, puis progressivement des mots plus complexes comme raconter, réfléchir, regarder. Je me rappelle avoir passé des heures devant mon miroir à répéter ces mots pour observer exactement ce que faisait ma bouche quand je produisais ce son particulier. Au début, c'était très exagéré, très lent, presque ridicule parfois, mais progressivement, j'ai compris comment produire ce son naturellement. Thomas, est-ce que tu pourrais nous expliquer techniquement comment produire ce fameux son R français et peut-être nous donner quelques astuces ou exercices concrets pour réussir à l'intégrer facilement dans notre manière de parler? Avec plaisir, Laura, car tu touches là à un point central de l'apprentissage du français oral. En effet, le son R français est souvent perçu comme l'un des plus complexes, mais il ne doit pas devenir un obstacle insurmontable pour vous. Je vais vous expliquer précisément comment produire ce son, étape par étape, et vous donner des exercices pratiques pour vous entraîner facilement chez vous dès aujourd'hui. D'abord, il faut bien comprendre que le R français se prononce dans la gorge, à l'arrière de la bouche. Ce n'est pas un son qui se produit avec le bout de la langue, contrairement au R, roulé espagnol ou italien, par exemple. Pour le prononcer correctement, imaginez que vous voulez faire vibrer légèrement l'arrière de votre gorge. Ce n'est pas une vibration très forte, mais une légère friction dans la gorge. Je vous conseille de commencer par prononcer ce son isolément, sans le placer dans un mot. Essayez simplement de dire R plusieurs fois d'affilée, lentement. R, R, R. Vous devez sentir une petite vibration au fond de la gorge, comme si vous gargarisiez de l'eau très légèrement. Une fois que vous avez compris cette sensation, vous pouvez passer à des mots simples. Commençons par exemple avec rue, rouge, rise, rate, roi. Prononcez-les lentement, en insistant bien sur le son R au début. Si vous sentez que vous n'arrivez pas immédiatement à produire cette vibration, ne vous découragez surtout pas. Une excellente méthode consiste à imaginer que vous imitez un chat qui ronronne légèrement, mais sans trop exagérer. Cette image peut paraître amusante, mais elle est très efficace pour ressentir la bonne position dans la gorge. Ensuite, essayez de prononcer des mots où le R est placé à l'intérieur. Parler, marcher, travailler, dormir, partir. Encore une fois, prenez votre temps, exagérez légèrement le son au début, puis prononcez les mots plus rapidement au fur et à mesure que vous gagnez en aisance. Un autre exercice très efficace est la répétition de petites phrases contenant plusieurs fois le son R. Par exemple, vous pouvez répéter plusieurs fois lentement, puis rapidement, la phrase suivante. Robert regarde rarement la rue. Essayez aussi. Le renard rouge rôde dans la rue.
Ces phrases peuvent sembler difficiles au début, mais si vous les répétez régulièrement, vous verrez que votre prononciation va considérablement s'améliorer. Laura, je suis curieux de savoir comment tu t'entraînes toi-même actuellement avec ce son. Est-ce que tu utilises des astuces ou des techniques particulières pour maintenir une bonne prononciation du R? Oui Thomas, absolument. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour ces explications et exercices très précis. Je suis certaine qu'ils vont beaucoup aider tous ceux qui nous écoutent. Personnellement, pour continuer à m'entraîner régulièrement, j'ai adopté quelques petites habitudes très pratiques au quotidien. La première, c'est que j'écoute régulièrement des podcasts en français où les intervenants parlent naturellement, mais de manière claire. Je prends l'habitude de répéter à voix haute certaines phrases après les avoir entendues, en mettant particulièrement l'accent sur le R. Ça me permet de rester connecté à ce son et de ne pas perdre l'habitude de bien le prononcer. Ensuite, j'essaie de parler régulièrement avec des natifs ou des partenaires linguistiques francophones, même si c'est juste pour 10 ou 15 minutes par jour. J'insiste particulièrement sur le fait de prononcer clairement le R, surtout dans les mots ou les phrases que je sais difficiles pour moi. Souvent, je demande à mon interlocuteur de corriger ma prononciation s'il entend quelque chose d'étrange. Je trouve que ça me permet d'avoir une idée très claire des endroits où je dois encore m'améliorer. Enfin, je m'entraîne aussi en enregistrant ma voix, comme tu l'as suggéré plus tôt. C'est très simple, mais incroyablement efficace. J'enregistre des phrases courtes ou des paragraphes, puis je me réécoute attentivement. Généralement, quand je me réécoute, je suis immédiatement capable d'identifier les moments où mon R n'est pas assez clair, ou alors, au contraire, ceux où il est parfaitement prononcé. Ça me permet de m'auto-évaluer et d'ajuster directement ma prononciation. Je voudrais ajouter une chose importante pour les personnes qui nous écoutent. Au début, ce n'est pas facile et c'est tout à fait normal. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'en faisant ces petits exercices régulièrement, même juste 5 ou 10 minutes par jour, le son R devient progressivement beaucoup plus facile à produire naturellement. Il ne faut pas se décourager et surtout pas hésiter à répéter souvent. La prononciation, c'est vraiment une affaire de régularité. Thomas, tu parlais tout à l'heure des consonnes en général. Est-ce que tu peux nous donner maintenant quelques conseils plus globaux sur comment prononcer clairement les consonnes en français, au-delà du R, pour améliorer la compréhension de nos interlocuteurs? Avec grand plaisir, Laura, car c'est effectivement très important. Prononcer clairement les consonnes en français est essentiel pour la compréhension, car ce sont souvent ces sons-là qui déterminent clairement le sens des mots et des phrases. Une première règle générale très importante est de bien articuler chaque consonne. En français, chaque consonne doit être prononcée de manière distincte, même si parfois elle est subtile. Par exemple, les consonnes comme T, D, P, B, K, G doivent être bien détachées et claires. Pour vous entraîner, vous pouvez pratiquer des exercices très simples. Par exemple, répéter des mots similaires qui ne changent que par une consonne. Pot et beau, tout et doux, tense et dante. Cela vous permet de vous habituer à clairement différencier les sons et ainsi éviter les confusions. Ensuite, pour des consonnes comme S et Z, il est important de bien distinguer les deux. Le S est généralement un son sourd, comme dans sac, seul, soleil. Le Z, lui, vibre un peu plus, comme dans zéro, zo, maison. Beaucoup d'apprenants les mélangent sans le savoir, et cela peut créer des confusions. Je vous conseille de pratiquer lentement des séries de mots qui contiennent ces sons pour mieux vous familiariser avec leurs différences. Enfin,
N'oubliez pas les consonnes finales en français. Souvent, elles ne se prononcent pas, mais quand elles se prononcent, c'est important de les articuler très clairement. Par exemple, on ne prononce pas la consonne finale dans petit, mais on la prononce dans petite. Ces petites différences changent complètement le sens et sont essentielles pour être bien compris par les natifs. Laura, est-ce que ces explications t'aident à mieux comprendre pourquoi certaines consonnes posent parfois problème aux apprenants? Oui, complètement, Thomas. C'est vraiment clair maintenant. Et je suis certaine que ça va beaucoup aider tout le monde, moi y compris. Ces explications détaillées me font réaliser l'importance de vraiment bien écouter chaque son, puis de prendre le temps de les pratiquer lentement. Merci beaucoup pour ces conseils concrets. Excellent. Maintenant que nous avons bien posé les bases essentielles de la prononciation, il est temps de passer à un autre aspect fondamental de la langue française, la grammaire. Je sais ce que vous pensez probablement. Ah non, la grammaire, c'est compliqué. Mais rassurez-vous, ce n'est absolument pas l'objectif de cette partie. Aujourd'hui, nous allons simplifier ensemble la grammaire pour que vous puissiez comprendre facilement et surtout appliquer directement ce que vous apprenez. Vous allez voir qu'avec quelques règles simples, la grammaire française peut devenir beaucoup plus accessible que vous ne l'imaginez. La première chose que je souhaite aborder avec vous aujourd'hui concerne les genres, le masculin et le féminin en français. En effet, c'est souvent l'un des points les plus délicats pour les apprenants, surtout quand leur langue maternelle ne possède pas cette distinction. En français, chaque nom a un genre, masculin ou féminin, et ce genre influence les articles, les adjectifs, les pronoms et même parfois les verbes. Beaucoup d'apprenants font des erreurs sur ce point, et c'est parfaitement normal au début. Mais heureusement, il existe des astuces pratiques pour mieux identifier et retenir ces genres. Par exemple, en général, les noms qui se terminent par « et » sont souvent féminins. Pensez à maison, voiture, chaise. Évidemment, il y a des exceptions comme livre qui est masculin. À l'inverse, beaucoup de noms terminant par une consonne ou d'autres voyelles sont souvent masculins. Téléphone, ordinateur, sac, café. Une autre astuce utile consiste à apprendre directement les noms avec leur article défini. Le pour masculin, la pour féminin. Si vous prenez cette habitude dès le début, vous mémoriserez automatiquement le genre des mots en même temps que le vocabulaire lui-même. Laura, toi qui apprends activement le français, comment gères-tu ce défi des genres dans ton apprentissage quotidien? Est-ce que tu as mis en place des stratégies particulières pour mieux retenir si un mot est masculin ou féminin? Oui, Thomas, absolument. Les genres, c'est effectivement un défi majeur quand on apprend le français. Moi-même, j'ai longtemps hésité sur certains mots, et parfois, je fais encore quelques erreurs aujourd'hui. Mais il y a des stratégies simples que j'ai mises en place et qui m'ont beaucoup aidé à mieux retenir les genres. La première chose que je fais, c'est exactement ce que tu as conseillé, apprendre systématiquement les mots avec leur article défini dès le départ. Par exemple, quand j'apprends le mot voiture, je ne l'apprends jamais seul. Je dis toujours la voiture ou une voiture. De même, pour un mot comme café, je l'apprends toujours comme le café ou un café. Cette habitude simple aide mon cerveau à associer immédiatement le genre avec le mot lui-même. Du coup, à force de pratiquer ainsi, je mémorise naturellement les genres, sans même avoir à y réfléchir activement. Une autre astuce que j'utilise régulièrement, c'est de créer des listes de vocabulaire organisées par genre. Par exemple, je fais une liste des mots féminins que j'apprends dans une journée ou dans une semaine et une autre liste pour les mots masculins. En les regroupant ainsi, cela me permet de les mémoriser visuellement plus facilement. Ça peut sembler basique, mais ça marche vraiment très bien pour moi. Enfin,
J'essayais souvent d'utiliser les nouveaux mots appris dans des phrases complètes, car je me suis rendu compte que lorsque j'utilise directement le mot dans un contexte, avec un adjectif ou un article, cela renforce encore plus ma mémoire du genre. Par exemple, plutôt que d'apprendre simplement maison, je me dis la grande maison blanche. Et ça devient immédiatement plus naturel pour moi de retenir que maison est féminin. Je voudrais ajouter une chose importante pour ceux qui nous écoutent. Si vous faites encore des erreurs sur les genres, ne soyez pas frustrés ou découragés. Même les francophones natifs, quand ils apprennent une autre langue, ont aussi du mal avec ces concepts. L'essentiel, c'est de pratiquer régulièrement et de mettre en place ces petites habitudes simples qui, sur le long terme, facilitent énormément la mémorisation des genres. Thomas, pourrais-tu maintenant nous donner des précisions sur les articles définis et indéfinis en français? Je sais que c'est aussi quelque chose qui peut poser problème, surtout en fonction des langues maternelles des apprenants. Avec plaisir, Laura. C'est effectivement un autre point essentiel et souvent délicat dans la grammaire française. Les articles définis et indéfinis. En français, les articles définis font slippage pour le masculin, la pour moi pour le féminin et lepa pour le pluriel. Ils sont utilisés quand on parle de quelque chose de précis ou de connu. Par exemple, si je dis « je cherche le livre », je parle d'un livre précis, que la personne avec qui je parle connaît probablement déjà. À l'inverse, les articles indéfinis sont « un » pour le masculin, « une » pour le féminin et « des » pour le pluriel. Ils sont utilisés quand on parle de quelque chose d'indéfini ou non spécifique. Par exemple, si je dis « je cherche un livre », ça signifie que je cherche n'importe quel livre, sans préciser lequel. Une autre distinction importante concerne l'article « des ». Souvent, les apprenants ne savent peut-être pas exactement comment l'utiliser. En réalité, « des » signifie simplement « plusieurs » et s'utilise lorsqu'on parle d'une quantité imprécise au pluriel. Par exemple, « j'ai des amis » signifie simplement que j'ai plusieurs amis, sans préciser exactement combien. C'est très important de bien utiliser cet article car, sans lui, votre phrase peut sembler incorrecte ou étrange pour un natif français. Je vais aussi préciser une petite règle très utile concernant la liaison des articles définis au pluriel. En français, quand l'article « les » est suivi d'un mot qui commence par une voyelle ou un AH muet, on doit faire une liaison, c'est-à-dire prononcer le « c » de « les » comme un Z. Par exemple, les amis se prononcent les amis et non les amis. Cette petite subtilité est essentielle pour une prononciation fluide et naturelle en français. Laura, je suis curieux de savoir comment tu abordes toi-même ces articles définis et indéfinis dans ta pratique quotidienne. Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières? As-tu développé des techniques pour mieux les retenir ou les utiliser plus naturellement? Oui, absolument, Thomas. J'ai effectivement rencontré des difficultés au début avec ces articles. En particulier, je ne comprenais pas toujours très bien la différence entre quand utiliser un article défini ou indéfini. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'abord d'essayer de traduire ou de comprendre précisément pourquoi j'utilisais tel ou tel article dans une phrase précise. Par exemple, si je voulais dire « je veux le livre » ou « je veux un livre », je me demandais systématiquement « est-ce que je parle d'un livre précis » ou est-ce que je parle de n'importe quel livre? Cette petite réflexion systématique m'a vraiment aidé à comprendre la différence subtile entre les deux types d'articles. Une autre chose très utile pour moi a été de beaucoup écouter des francophones natifs dans des situations réelles, comme dans des podcasts, des films ou même simplement des vidéos YouTube. J'écoutais attentivement comment ils utilisaient les articles dans leurs phrases et j'essayais ensuite d'imiter leurs phrases moi-même, en répétant à voix haute. Petit à petit, ça m'a permis d'intégrer de manière naturelle
l'utilisation correcte des articles, sans avoir constamment à réfléchir. Enfin, pour la liaison dont tu viens de parler, j'ai trouvé très utile de pratiquer des phrases ou des expressions très courtes, comme les amis, les enfants, les écoles. En les répétant plusieurs fois à voix haute, j'ai pris l'habitude de faire cette liaison naturellement, presque automatiquement. Maintenant, c'est devenu une habitude et je n'ai même plus à y penser activement. Mais c'est vrai que ça demande une petite période d'entraînement intensif au début. En résumé, mes principales stratégies ont été écouter attentivement les natifs, répéter à voix haute et réfléchir rapidement au contexte dans lequel j'utilise l'article. Avec ces 3 méthodes combinées, je sens que ma compréhension et mon utilisation des articles se sont vraiment beaucoup améliorées. Très bien. Maintenant que vous êtes plus à l'aise avec les genres et les articles, il est temps de s'attaquer à un élément fondamental de la grammaire française, les adjectifs. Les adjectifs sont essentiels parce qu'ils vous permettent de décrire, d'exprimer des émotions, de donner des opinions et de nuancer ce que vous dites. En français, ils ne sont pas toujours placés au même endroit qu'en anglais ou en espagnol. Et surtout, ils doivent s'accorder en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient. C'est souvent là que les erreurs apparaissent, surtout à l'oral. Prenons un exemple très simple. Un homme intelligent. Ici, l'adjectif intelligent est au masculin singulier puisqu'il s'accorde avec un homme. Mais si je dis une femme intelligente, alors l'adjectif prend un « e » à la fin pour marquer le féminin. C'est une règle de base, mais essentielle. Cet « e » ne change pas toujours la prononciation, mais il est important à l'écrit. Maintenant, si on parle au pluriel, on dit des hommes intelligents ou des femmes intelligentes. On ajoute alors un S ou un S à l'adjectif, même si cela ne se prononce pas toujours à l'oral. Il faut donc bien maîtriser ces règles pour éviter les fautes de grammaire et parler de manière plus précise. Il y a également une autre subtilité importante, la place de l'adjectif dans la phrase. En français, la majorité des adjectifs se placent après le nom, contrairement à l'anglais par exemple. On dit « une voiture rouge » et non « une rouge voiture ». Cependant, certains adjectifs très courts, très fréquents ou à caractère subjectif se placent avant le nom. Par exemple, un petit chien, une belle maison, un vieux livre. Ce sont des exceptions fréquentes qu'il faut simplement mémoriser avec l'habitude. Laura, est-ce que tu pourrais nous partager ton expérience sur l'apprentissage des adjectifs? Est-ce que tu as eu du mal à comprendre leur place dans la phrase? Ou bien à maîtriser les accords de genre et de nombre? Oui, Thomas, bien sûr. Pour être honnête, les adjectifs ont été pour moi un vrai casse-tête au début. Dans ma langue maternelle, on ne change pas l'adjectif en fonction du genre ou du nombre. Donc j'avais tendance à oublier complètement l'accord. Par exemple, je disais souvent une femme intelligente ou des maisons petites. Je ne m'en rendais pas compte tout de suite, mais petit à petit, en parlant plus avec des natifs ou en lisant des textes en français, j'ai vu que ces erreurs revenaient souvent dans mon expression. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de créer une sorte de fiche d'accord logique. J'ai noté sur une feuille également des exemples de phrases au masculin, au féminin, au singulier et au pluriel. Par exemple, un garçon gentil, une fille gentille, des garçons gentils, des filles gentilles. Et j'ai ensuite répété ces phrases à voix haute plusieurs fois par semaine, jusqu'à ce que ça devienne automatique. Ça peut sembler répétitif, mais ça m'a vraiment permis de mieux assimiler les règles. Concernant la place des adjectifs, c'était aussi déroutant pour moi au début. J'avais envie de dire une rouge voiture, comme en anglais, mais j'ai vite compris que ce n'était pas naturel du tout en français. Heureusement, il existe des listes d'adjectifs qui se placent normalement avant le nom, comme tu l'as mentionné, beau, grand, petit, jeune, etc. J'ai fait une liste personnelle avec des exemples concrets,
ce qui m'a permis de mieux mémoriser ces cas particulièrement. Je crois que le meilleur conseil que je peux donner aux apprenants, c'est de toujours apprendre les adjectifs avec un nom. Par exemple, au lieu d'apprendre « contente », apprenez « un garçon content » ou « une fille contente ». C'est plus efficace, plus logique et plus facile à retenir. Et surtout, il faut parler. Même avec des fautes, même si ce n'est pas parfait au début, l'essentiel est de pratiquer régulièrement. C'est comme ça que j'ai réussi à m'améliorer. Thomas, est-ce qu'on peut maintenant voir comment construire des phrases simples avec tous ces éléments? Articles, noms, adjectifs. Parce que je pense que beaucoup de personnes, comme moi, aimeraient avoir des exemples concrets de phrases correctes à utiliser au quotidien. Très bonne idée. Laura, tu as tout à fait raison. Une fois qu'on a compris les règles de base sur les articles, les noms, les adjectifs, l'étape suivante logique était de construire des phrases simples, mais complètes. Je vais vous montrer comment faire en 3 étapes très simples. 1. Commencez par un sujet clair. Le sujet est celui qui fait l'action. Il peut s'agir d'un pronom personnel comme je, tu, il, elle, nous, vous ou il, elle. Il peut aussi être un nom, le garçon, ma sœur, un professeur. Ajoutez un verbe. C'est l'action que fait le sujet. Les verbes les plus courants sont être, avoir, aller, faire. Mais on peut aussi utiliser manger, parler, vivre, etc. Le verbe doit toujours être conjugué au bon temps et à la bonne personne. 3. Ajouter un complément ou un adjectif. Cela permet de préciser l'idée. On peut ajouter un complément d'objet, un adjectif, un lieu, un moment, etc. Voici quelques exemples très simples. Je suis fatigué. Il a un grand chien. Nous parlons français tous les jours. Marie est une étudiante motivée. Tu as une belle voiture rouge. Dans toutes ces phrases, vous pouvez remarquer que le sujet, le verbe et les compléments sont bien organisés et que les adjectifs sont accordés correctement en genre et en nombre. Un excellent exercice à faire chez vous est de prendre un mot de vocabulaire que vous venez d'apprendre, puis de l'utiliser dans 3 phrases différentes. Par exemple, si vous apprenez le mot content, vous pouvez faire « Je suis content ». Elle est contente aujourd'hui. Ils sont très contents de leurs résultats. Cette répétition vous permet non seulement de mémoriser le vocabulaire, mais aussi de renforcer vos automatismes grammaticaux. Laura, est-ce que tu fais ce type d'exercice dans ta routine d'apprentissage? Est-ce que tu pourrais nous partager comment tu crées tes propres phrases pour t'entraîner à parler et à écrire en français? Oui, complètement. C'est même une méthode que j'utilise tous les jours. J'ai un petit carnet dans lequel je note chaque nouveau mot que j'apprends et j'essaie toujours de l'utiliser dans au moins 2 ou 3 phrases différentes. J'écris la phrase, je la lis à voix haute, puis je la répète de mémoire sans regarder. Ensuite, je l'écris à nouveau, mais en changeant le sujet ou le contexte. Par exemple, si j'apprends le mot rapide, je fais « ce train est très rapide ». Mon frère est rapide quand il court. Les enfants sont rapides à apprendre. C'est un exercice simple mais très efficace. Et ce que j'aime particulièrement, c'est que ça me permet de mieux comprendre comment fonctionnent les accords et où placer les mots dans la phrase. Je me rends compte que plus je fais cet exercice, plus j'ai de facilité à parler sans hésiter. Un autre conseil que je pourrais donner, c'est de toujours lire ces phrases à voix haute. On apprend souvent en silence, mais en réalité, parler à voix haute est un excellent moyen de développer sa fluidité, sa confiance et sa prononciation en même temps. Même si on est seul à la maison, c'est très utile. Et si vous avez un partenaire linguistique, c'est encore mieux. Vous pouvez partager vos phrases et vous corriger mutuellement.
Personnellement, ça m'a énormément aidé. Très bien. Maintenant que nous savons construire des phrases simples avec le bon ordre des mots, les bons articles, les bons adjectifs, il est temps de s'attaquer à un pilier de la langue française, les verbes et leurs conjugaisons. Et nous allons commencer avec le présent de l'indicatif, car c'est le temps le plus utilisé à l'oral, et celui qui permet de parler de soi, de ses habitudes, de ce qu'on voit, de ce qu'on fait ou de ce qu'on pense. Beaucoup d'apprenants ont peur de la conjugaison française. Ils la trouvent quand longue, irrégulière, compliquée. Et c'est vrai que comparé à l'anglais ou à d'autres langues, la conjugaison en français demande un peu plus de rigueur. Mais ce n'est pas aussi difficile qu'on le pense. Il suffit de comprendre la logique et surtout de commencer avec les bons verbes, ceux que l'on utilise tous les jours, et qui permettent de s'exprimer rapidement dans de nombreuses situations. Nous allons donc voir ensemble les verbes les plus fréquents au présent, à commencer par les 4 verbes absolument incontournables. Être, avoir, aller et faire. Ils sont irréguliers, mais vous devez les connaître par cœur, parce qu'ils apparaissent dans presque toutes les conversations. Commençons avec le verbe être. Je vais te donner la conjugaison, Laura, et ensuite on va l'utiliser dans des exemples concrets. Je suis. Tu es. Il, elle, on est. Nous sommes. Vous êtes. Ils, elles sont. C'est un verbe fondamental pour décrire des choses, des gens, des situations, ou pour donner son identité. Par exemple, je suis professeur. Tu es fatigué. Il est à la maison. Nous sommes en retard. Vous êtes gentil. Elles sont contentes. Est-ce que tu te rappelles, Laura, quand tu as appris ce verbe pour la première fois? Comment tu t'es entraînée à le retenir et à l'utiliser dans ta vie quotidienne? Oui, je m'en souviens très bien. C'était un des premiers verbes que j'ai vu dans mes cours et je me suis dit tout de suite, ok, ce verbe est partout. J'ai commencé à le voir dans presque toutes les phrases simples. Et donc, pour moi, ça a été comme une priorité absolue. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai écrit à la main plusieurs fois, en colonne, pour bien mémoriser les formes. Ensuite, je me suis amusée à créer des petites phrases très courtes. Je suis Laura, tu es étudiant, il est très français, nous sommes ensemble, etc. Je les disais à voix haute chaque matin pendant quelques minutes. Et à force de répéter, je n'ai plus eu besoin d'y penser. J'ai aussi remarqué que ce verbe est très très utile pour poser des questions. Tu es prêt? Vous êtes content? Etc. C'est un super outil pour interagir avec les autres. Et ce que je recommande aux autres apprenants, c'est de créer leurs propres exemples personnels. C'est plus motivant et ça reste mieux en mémoire. Excellente stratégie, Laura. Et tu as raison. Utiliser des phrases qui vous concernent personnellement est le meilleur moyen de mémoriser. Maintenant, voyons le verbe avoir, tout aussi indispensable. Voici sa conjugaison. J'ai, tu as, il, elle, on a. Nous avons, vous avez. Ils, elles ont. Ce verbe est essentiel pour exprimer la possession, parler de son âge, de ses envies, et c'est aussi un verbe auxiliaire utilisé pour former d'autres temps comme le passé composé. Mais on y reviendra plus tard. Voyons quelques exemples très simples. J'ai une voiture. Tu as des enfants? Il a un travail intéressant. Nous avons une réunion demain. Vous avez faim? Elles ont peur du noir. Il y a aussi beaucoup d'expressions fixes avec avoir, que les débutants oublient souvent. Par exemple, avoir froid, avoir chaud, avoir soif, avoir besoin d'eux, avoir envie, etc. Et ce sont des phrases de la vie quotidienne, très utiles. Laura, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de phrases que tu utilises avec avoir? Bien sûr, c'est vrai que ce verbe est partout. Je l'utilise tous les jours. Par exemple, j'ai faim et j'ai soif sont des phrases que je dis souvent. Ou aussi, j'ai envie de sortir, j'ai besoin d'aide.
Et bien sûr, quand on parle de son âge, j'ai 28 ans. Au début, j'étais un peu confuse parce que dans ma langue, on dit « je suis 28 ans », mais en français, on dit « j'ai 28 ans ». Il a fallu un petit moment pour que mon cerveau comprenne que pour parler de l'âge, on utilise avoir et pas être. Mais maintenant, c'est devenu automatique. Un petit exercice que j'ai aimé faire, c'est d'écrire toutes les expressions courantes avec avoir dans une liste et ensuite essayer de les utiliser dans un journal personnel. Par exemple, aujourd'hui, j'ai eu chaud, j'ai eu peur quand j'ai vu ce film, etc. C'est très efficace. Très bon exercice. Et maintenant, passons à un autre verbe fondamental, aller. Voici la conjugaison au présent. Je vais. Tu vas. Il, elle, on va. Nous allons. Vous allez. Ils, elles vont. Ce verbe est utile pour exprimer un mouvement ou une direction, mais aussi pour former le futur proche, c'est-à-dire pour dire ce qu'on va faire bientôt. Par exemple, je vais à l'école. Tu vas bien? Elle va à la plage. Nous allons au cinéma ce soir. Vous allez où? Ils vont à Paris demain. Et pour le futur proche, je vais manger. Tu vas travailler. Il va appeler sa mère. Nous allons faire les courses. Vous allez étudier ce soir. Elles vont regarder un film. Laura, est-ce que tu utilises souvent le futur proche avec aller? Comment tu l'as intégré dans ton apprentissage? Oui, énormément. Je trouve que le futur proche est très pratique, surtout au début, quand on ne connaît pas encore bien le futur simple. C'est rapide, clair, simple et naturel. Par exemple, je dis souvent « je vais dormir »,« je vais prendre une douche » ou « je vais appeler ma sœur ». Ce sont des phrases du quotidien, donc on peut les utiliser immédiatement, sans avoir à se rappeler de conjugaisons compliquées. Un conseil que je peux donner, c'est de penser en français. Quand je planifie ma journée dans ma tête, j'essaie de le faire directement en français. Au lieu de dire « I'm going to eat » ou « voy à comer », je me dis « je vais manger »,« je vais sortir », etc. Même si c'est dans ma tête, ça m'aide à créer des automatismes. Et aussi, quand j'entends quelqu'un utiliser ce type de phrases, j'essaie de les répéter à voix haute ou de les écrire dans un carnet pour les revoir plus tard. C'est une excellente méthode. Et je vous recommande à tous de faire comme Laura. Utilisez les verbes que vous apprenez pour parler de votre vie, de vos projets, de votre quotidien. C'est comme ça que vous allez progresser naturellement. Le dernier verbe pour cette section est faire, un verbe extrêmement polyvalent en français. Voici sa conjugaison. Je fais, tu fais. Il, elle, on fait. Nous faisons, vous faites. Ils, elles font. C'est un verbe que vous allez utiliser pour parler de vos activités, de votre travail, de vos loisirs, de la météo et dans beaucoup d'expressions courantes. Je fais du sport. Tu fais la cuisine? Il fait froid aujourd'hui? Nous faisons un projet ensemble. Vous faites quoi ce week-end? Elles font du yoga le matin. Faire est partout et il faut vraiment le maîtriser. Je vous recommande aussi de créer une liste personnelle avec toutes les expressions que vous entendez autour de ce verbe. Laura, avant qu'on passe à la suite, est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton verbe préféré parmi ceux qu'on vient de voir? Et pourquoi? Ah, bonne question. Je dirais que mon verbe préféré, c'est aller, parce que je l'utilise tout le temps. Il me permet de parler facilement du futur, de ce que je vais faire, et ça me donne une sensation de fluidité. C'est aussi un verbe que j'ai réussi à mémoriser assez vite, donc j'ai toujours eu une sensation de confiance quand je l'utilisais. Mais j'aime aussi beaucoup faire, parce que je peux dire plein de choses avec ce verbe. Faire du sport, faire mes devoirs, faire des crêpes, c'est très français, je trouve. En tout cas, ces 4 verbes sont vraiment la base. Si vous les maîtrisez, vous pouvez déjà former des centaines de phrases différentes.
C'est la meilleure fondation possible pour continuer. Très bien, maintenant que vous connaissez les 4 verbes les plus fondamentaux du français, être, avoir, aller, faire, nous allons élargir un peu notre champ et découvrir ensemble d'autres verbes essentiels. Ceux-ci vont vous permettre de vous exprimer avec plus de nuances, de poser des questions, de formuler vos envies, vos capacités, vos obligations, et aussi de raconter ce que vous avez entendu, vu ou vécu. Je vais commencer avec un verbe très utile pour indiquer un mouvement, une origine ou une provenance. Le verbe venir. C'est un verbe irrégulier, mais très courant. Voici sa conjugaison au présent. Je viens, tu viens, il, elle, on vient, nous venons, vous venez, ils, elles viennent. Ce verbe est souvent utilisé pour parler du lieu d'où on vient, ou bien d'un déplacement, en général. Il est aussi utilisé dans des expressions très utiles comme venir de plus infinitif, qui permet d'exprimer une action passée toute récente. On appelle ça le passé récent. Quelques exemples. Je viens de Paris. Tu viens avec nous? Elle vient de rentrer. Nous venons te chercher. Vous venez de manger. Ils viennent à la fête ce soir. Et avec le passé récent. Je viens de terminer mon travail. Tu viens de voir ce film. Il vient de partir. Laura, est-ce que tu utilises souvent ce verbe dans ton quotidien? As-tu eu du mal à le maîtriser au début? Oui, c'est un verbe que j'utilise très souvent, surtout quand je parle de ma routine ou quand je veux raconter quelque chose qui vient de se passer. Par exemple, j'adore utiliser la forme « je viens de verbe » pour exprimer une action toute récente. C'est très naturel et ça permet d'éviter de trop utiliser le passé composé au début. Ce que j'ai trouvé un peu difficile au début, c'est de ne pas confondre venir et aller parce qu'ils sont tous les deux liés à des déplacements. Mais en écoutant des natifs et en pratiquant dans des dialogues, j'ai appris à bien les différencier. Un petit conseil que je peux donner, c'est d'écrire chaque jour une petite phrase avec « je viens de » pour parler de quelque chose qu'on a fait juste avant. Par exemple, « je viens de boire un café », « je viens de finir ma séance de sport ». Ça permet de réviser à la fois le verbe et le vocabulaire. C'est un très bon conseil, Laura. Maintenant, voyons ensemble 3 autres verbes très puissants pour exprimer la volonté, la capacité et l'obligation. Ce sont vouloir, pouvoir et devoir. Commençons avec vouloir, le verbe pour exprimer une envie, une intention. Je veux, tu veux, il, elle, on veut, nous voulons, vous voulez, ils, elles veulent. C'est un verbe extrêmement fréquent. On l'utilise pour commander quelque chose, pour faire une demande, pour dire ce qu'on aimerait faire. Voici quelques exemples simples. Je veux apprendre le français. Tu veux un café? Il veut sortir ce soir. Nous voulons visiter la ville. Vous voulez parler plus tard? Elles veulent faire du shopping. Il est très utile, surtout dans les dialogues du quotidien. Laura, est-ce que tu as remarqué que ce verbe est souvent utilisé de manière très polie avec « je voudrais ». Peux-tu nous en dire plus à ce sujet? Oui, en fait, c'est quelque chose que j'ai appris assez vite. Parce que j'ai souvent entendu des Français dire « je voudrais » au lieu de « je veux », même pour des choses simples. Par exemple, « je voudrais un croissant » au lieu de « je veux un croissant ». Et j'ai compris que « je voudrais » est la forme polie qui vient du conditionnel du verbe « vouloir ». Ça permet de faire une demande avec plus de douceur, ce qui est très important dans la culture française. Donc maintenant, quand je suis dans un café ou un magasin, je dis toujours « c'est « je voudrais » pour commander. Et je vois que les gens réagissent pour moi beaucoup mieux. Je pense que c'est une petite astuce qui fait toute la différence pour paraître plus naturel et respectueux. Exactement. Et maintenant, passons à pouvoir, le verbe pour exprimer la capacité ou la permission. Voici sa conjugaison. Je peux, tu peux, il, elle,
on peut, nous pouvons, vous pouvez, ils, elles peuvent. Avec ce verbe, on peut dire ce qu'on peut faire, ce qu'on est capable de faire, ou ce qu'on a le droit de faire. Exemple. Je peux parler un peu français. Tu peux venir avec moi? Il peut conduire. Nous pouvons commencer. Vous pouvez m'aider? Elles peuvent entrer. Et pour poser une question polie, on utilise souvent « Est-ce que je peux ?» Est-ce que je peux utiliser votre stylo? Est-ce que je peux poser une question? Laura, tu veux sous-partager une anecdote où tu as utilisé ce verbe dans une situation réelle? Oui, une fois, j'étais dans une bibliothèque en France et je voulais m'asseoir à une place qui semblait réservée. Alors j'ai demandé « Est-ce que je peux m'asseoir ici ?» Et la personne m'a souri et m'a dit oui. Je pense que si j'avais dit « Je m'assois ici » sans poser la question poliment, ça aurait été un peu impoli. Donc, j'ai compris que pouvoir est très utile pour poser des questions dans la vie quotidienne, mais aussi pour montrer du respect. Gut. J'utilise aussi souvent ce verbe dans mes conversations avec mes amis francophones. Par exemple, tu peux répéter « On peut sortir ce soir ?» etc. C'est très pratique. Tu fais bien. Et enfin, voyons le verbe devoir, qui sert à exprimer l'obligation ou la nécessité. Voici sa conjugaison. Je dois. Tu dois. Il, elle, on doit. Nous devons. Vous devez. Ils, elles doivent. Quelques exemples pour comprendre son usage. Je dois étudier ce soir. Tu dois faire attention. Il doit partir à 18h. Nous devons préparer le dîner. Vous devez être à l'heure. Elles doivent finir le projet demain. C'est un verbe très utile pour parler des responsabilités ou des choses importantes à faire. Il peut être utilisé dans un contexte personnel, professionnel ou même scolaire. Laura, est-ce que tu ressens une différence entre dire « je dois » et dire « il faut que je » ? Parce que ce sont deux façons d'exprimer une obligation, mais pas tout à fait identiques. Oui, j'ai remarqué cette différence. Quand je dis « je dois », c'est souvent quelque chose de clair et personnel, une obligation directe. Par exemple, je dois finir ce travail, c'est ma responsabilité. Par contre, il faut que je... C'est un peu plus général, ça peut venir d'une règle, d'une situation ou même d'un conseil. Par exemple, il faut que je me repose, ça donne l'idée que c'est nécessaire pour mon bien-être, pas forcément une obligation externe. En tout cas, j'essaie d'utiliser les deux. Mais c'est vrai que devoir est plus facile à maîtriser au début, parce que la construction avec il faut que demande le subjonctif, et ça, c'est un peu plus compliqué pour moi pour l'instant. Et tu as tout à fait raison, Laura. Pour les apprenants débutants ou intermédiaires, utiliser devoir est une très bonne option pour parler des obligations sans entrer tout de suite dans le subjonctif. Nous verrons le subjonctif plus tard. Pas d'inquiétude. Avant de finir cette section, je voudrais mentionner deux autres verbes très pratiques. Dire, pour parler, rapporter, raconter, émettre, qui a beaucoup de significations selon le contexte. Dire au présent, je dis. Tu dis. Il, elle, on dit. Nous disons. Vous dites. Ils, elles disent. Émettre. Je mets. Tu mets. Il, elle, on met. Nous mettons. Vous mettez. Ils, elles mettent. Ces deux verbes sont très fréquents. On dit « Je dis la vérité ». Tu dis souvent ça ? Il dit qu'il va venir. Nous disons toujours bonjour. Vous dites quelque chose ? Elles disent qu'elles sont prêtes. Et je mets mon manteau. Tu mets la table ? Elle met son sac ici. Nous mettons la musique. Vous mettez votre nom sur la liste ? Ils mettent leurs chaussures. Laura,
Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples avec ces deux derniers verbes dans ton quotidien? Oui, bien sûr. Avec dire, je dis souvent il a dit qu'il arrivait ou je dis toujours merci. Et avec mettre, j'utilise beaucoup. Je mets mes écouteurs. Tu mets du sucre ou elle met la lumière. Ce sont des verbes qu'on entend partout. Donc c'est facile de les mémoriser si on écoute bien les conversations des natifs. Très bien, Laura. Jusqu'ici, nous avons posé des bases solides avec le présent, les verbes essentiels, la structure des phrases, les adjectifs, les articles. Mais si l'on veut progresser réellement en français, il faut maintenant entrer dans une nouvelle dimension, parler du passé. Parce que c'est ce qu'on fait constamment dans la vie réelle. On raconte notre journée, un souvenir, une expérience, une erreur, une émotion. Et pour cela, deux temps sont essentiels, le passé composé et l'imparfait. Le passé composé sert à exprimer des actions terminées. Il permet de dire ce que l'on a fait, ce qui s'est passé, un fait ponctuel. On l'utilise quand on peut répondre à la question « Qu'est-ce que tu as fait hier ?» ou « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Par exemple, si je dis « Hier, j'ai rencontré un ami », c'est une action précise, datée, terminée. En revanche, l'imparfait est utilisé pour décrire un contexte, une habitude ou une action répétitive dans le passé. Il sert à planter le décor, à parler de ce qui était là, de ce qui se passait en arrière-plan. Par exemple, quand j'étais petit, je jouais dans le jardin, ou encore, il faisait beau, les oiseaux chantaient. Ce sont des descriptions, des souvenirs, des ambiances. Laura, est-ce que tu te souviens de ta première réaction quand tu as découvert ces deux temps? Tu les as bien compris dès le début. Pas du tout. Pour être honnête, je trouvais ça très confus. J'avais l'impression que parfois on utilisait l'un, parfois l'autre, sans logique. Mais un jour, mon professeur m'a expliqué une chose très simple. Il m'a dit, le passé composé, c'est pour dire ce que tu as fait. Et l'imparfait, c'est pour dire ce que c'était. Et là, tout s'est éclairé pour moi. Depuis, j'ai commencé à écrire des petits textes. Par exemple, je racontais ma journée en utilisant le passé composé et je décrivais mes souvenirs d'enfance avec l'imparfait. Petit à petit, j'ai commencé à ressentir la différence. Aujourd'hui, je ne réfléchis même plus, ça devient naturel. C'est exactement ça. Tu as parfaitement résumé. Et c'est une méthode que je recommande à tous les apprenants. Pour s'entraîner, vous pouvez chaque soir écrire 2 phrases. Une au passé composée pour dire ce que vous avez fait aujourd'hui et une à l'imparfait pour parler d'une habitude passée ou d'un souvenir. L'essentiel, c'est de pratiquer souvent. Parlons maintenant de la formation du passé composé. Il est composé de 2 éléments. D'abord, un auxiliaire conjugué au présent, soit avoir, soit être, puis le participe passé du verbe principal. Prenons le verbe manger. Avec l'auxiliaire avoir, on dira j'ai mangé, tu as mangé, il ou elle a mangé, nous avons mangé, vous avez mangé, ils ou elles ont mangé. Ce temps est utilisé pour dire des choses comme ce matin, j'ai mangé un croissant ou ils ont mangé au restaurant hier soir. Mais attention, certains verbes utilisent être comme auxiliaire. C'est le cas de verbes de mouvement comme aller, venir, entrer, sortir, monter, descendre, arriver, partir. Par exemple, je suis allé, tu es allé, elle est allée, nous sommes allés, vous êtes allés, ils sont allés. Et avec être, on doit faire l'accord du participe passé en genre et en nombre. Donc si je dis « elle est allée au marché », j'ajoute un « e » au participe pour le féminin. Tu t'en souviens, Laura, de cette histoire d'accord au passé composé avec être? Ce n'est pas toujours facile à retenir. Oui, je me souviens très bien. C'était un vrai casse-tête au début, mais j'ai vraiment découvert une méthode qui m'a beaucoup aidée. J'ai appris qu'il existe une quinzaine de verbes qui utilisent l'auxiliaire être au passé composé
et la plupart sont des verbes de mouvement. Il y avait une image dans mon livre avec une maison et chaque pièce représentait un verbe. Aller, venir, entrer, sortir, tomber, naître, mourir, etc. Et cette image m'a vraiment marquée. Et ensuite, j'ai aussi compris que tous les verbes pronominaux, comme se lever, se réveiller, se laver, se conjuguent avec être. Par exemple, je me suis levée, elle s'est réveillée, nous nous sommes habillés. Et là, il faut aussi faire l'accord. Alors, j'ai pris l'habitude de toujours vérifier si le sujet est féminin ou pluriel pour ne pas oublier l'accord du participe. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et maintenant que vous êtes à l'aise avec le passé composé, voyons l'imparfait, qui est souvent plus simple à conjuguer car il est très régulier. Pour former l'imparfait, on part de la forme « nous » du verbe au présent. Par exemple, pour le verbe « parler », on a « nous parlons ». On enlève la terminaison « onze » et on garde la base « parle ». Ensuite, on ajoute les terminaisons suivantes. AIS pour je, AIS pour tu, AIT pour il ou elle, IONS pour nous, IEZ pour vous, AIENT pour il ou elle. Donc on dit « je parlais, tu parlais, il parlait, nous parlions, vous parliez, il parlait ». Et c'est la même chose avec les autres verbes réguliers, comme finir ou regarder. Par exemple, je regardais, tu regardais, nous regardions un film hier soir. Il neigeait, il faisait froid, tout le monde portait un manteau. Vous voyez ? L'imparfait permet vraiment de décrire une ambiance, un souvenir, un moment étendu dans le passé. Laura, tu veux nous donner quelques phrases que tu as écrites à l'imparfait ? Oui, avec plaisir. J'écris souvent dans mon journal en français et j'adore utiliser l'imparfait pour ça. Par exemple, quand j'étais enfant, je passais mes vacances chez ma grand-mère. Elle préparait des gâteaux tous les jours. On jouait dans le jardin avec mes cousins et le soir, on regardait des dessins animés. Ce sont des souvenirs heureux. Et je trouve que l'imparfait est parfait pour recréer cette ambiance. Et tu fais très bien. Ce que je vous propose comme exercice, c'est de combiner les deux temps. Utiliser le passé composé pour dire ce qui s'est passé et l'imparfait pour décrire le contexte. Par exemple, il faisait beau, je marchais tranquillement, quand soudain j'ai vu un chat traverser la rue. L'imparfait décrit l'ambiance et le passé composé marque l'événement. Avec un peu de pratique, vous allez sentir cette différence et elle deviendra naturelle. C'est une étape importante dans votre apprentissage, car à partir de là, vous pouvez raconter, expliquer, partager vos expériences avec bien plus de nuances. Très bien. Maintenant que nous avons une base solide en grammaire, en conjugaison et en compréhension des temps, il est temps de passer à quelque chose de très concret, très utile. Les phrases du quotidien. Ce sont les expressions toutes faites, les mini-dialogues, les réflexes linguistiques qu'on utilise tous les jours dans des situations réelles, au restaurant, à l'hôtel, chez le médecin, dans la rue, avec un voisin, dans une boutique. C'est exactement ce qui vous permet de survivre en français et de vous sentir à l'aise quand vous arrivez en France ou que vous parlez avec un natif. On va commencer par la base absolue, se présenter. Laura, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation simple, comme si tu rencontrais quelqu'un pour la première fois ? Oui, bien sûr. Je dirais quelque chose comme « Bonjour, je m'appelle Laura. Je viens du Mexique. J'ai 28 ans. J'habite à Paris depuis 6 mois. Je travaille dans une école de langue. J'apprends le français parce que j'aime la culture française. C'est ce que je dis presque chaque fois que je rencontre quelqu'un et c'est très efficace. Ensuite, si la personne me pose des questions, je peux ajouter d'autres choses. Je parle aussi l'anglais et un peu d'italien. Ou bien, je suis passionnée par la cuisine et la photographie. C'est une présentation très claire. Vous voyez, pour apprendre à se présenter,
Il suffit de construire quelques phrases simples avec les éléments suivants. Votre prénom, votre nationalité ou pays d'origine, votre âge, où vous habitez, ce que vous faites dans la vie et pourquoi vous apprenez le français. Et ensuite, vous pouvez ajouter une ou deux informations personnelles. Je conseille souvent à mes étudiants d'écrire leur présentation sur une feuille, puis de la répéter plusieurs fois à voix haute, tous les jours pendant une semaine. C'est un excellent exercice de mémorisation et de prononciation. Passons maintenant à un autre contexte. Demander des informations dans la rue ou dans une ville. Laura, imagine que tu es perdue dans Paris. Tu veux demander où se trouve la station de métro la plus proche. Que dirais-tu? Je dirais « Excusez-moi, s'il vous plaît, où est la station de métro la plus proche ?» Ou bien « Bonjour, je cherche la station Saint-Michel. Vous pouvez m'aider ?» Et si je veux être encore plus poli, je peux dire « Est-ce que vous pouvez m'indiquer le chemin ?» C'est très bien. L'important, c'est de commencer par une formule de politesse, comme « Excusez-moi »,« Bonjour », s'il vous plaît. En France, on y tient beaucoup. Ensuite, vous pouvez poser la question de manière simple. D'autres exemples utiles. Où est la gare? Comment aller à la place de la République? Ou il y a une pharmacie près d'ici. Poursuivons avec une autre situation courante. Aller au restaurant. Laura, quand tu arrives dans un restaurant en France, quelle est ta première phrase? Je dis souvent « Bonjour, une table pour deux s'il vous plaît » ou si je suis seule. « Bonjour, est-ce que je peux avoir une table pour une personne ?» Et quand je suis assise, j'attends qu'on me donne la carte ou je demande « Est-ce que je peux voir le menu ?» Parfait. Ensuite, pour commander, tu peux dire « Je vais prendre une salade » ou « Pour moi, ce sera le poulet » ou encore « Je voudrais un café, s'il vous plaît » Et à la fin du repas, tu peux dire « L'addition, s'il vous plaît » ou « Est-ce que je peux payer par carte ?» Ce sont des expressions toutes simples, mais elles sont très puissantes, car elles permettent une interaction fluide et naturelle. Voyons maintenant un autre cas très classique. Faire des achats dans une boutique. Laura, tu veux acheter un t-shirt. Qu'est-ce que tu dis au vendeur? Je commence toujours par dire « Bonjour », bien sûr. Ensuite, je cherche un t-shirt noir, taille M. Si je veux essayer, je demande « Est-ce que je peux l'essayer ?» Et s'il me plaît, je le prends. Ou alors, si je veux savoir le prix, c'est combien? Ou combien ça coûte? Très bien. Et si vous voulez poser une question sur un produit, vous pouvez aussi dire « Vous avez ce modèle en bleu » ou « Il existe dans quelle taille ?» Et pour payer, comme au restaurant, on peut dire « Je peux payer par carte » ou simplement « Je règle en espèces ». Un autre endroit où les phrases types sont très utiles, l'hôtel. Laura, tu arrives à la réception d'un hôtel pour une réservation. Tu dis quoi? Je dis « Bonjour, j'ai une réservation au nom de Laura Pérez. Et si je veux réserver directement, je peux dire « Je voudrais réserver une chambre pour 2 personnes, pour 3 nuits. » Ensuite, je peux demander « Le petit déjeuner est inclus ?» ou « À quelle heure est le check-out ?» Exactement. Et si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez dire « Est-ce que je peux avoir une serviette en plus ?» ou « Il y a du Wi-Fi dans la chambre ?» On termine cette section avec un autre lieu très utile, chez le médecin ou à la pharmacie. Laura, tu ne te sens pas bien. Que dis-tu au médecin? Je dirais « Bonjour, je ne me sens pas bien. J'ai mal à la tête depuis 2 jours. » Ou bien « J'ai de la fièvre, je tousse. » Et si je suis à la pharmacie, avez-vous quelque chose contre le mal de gorge? Ou je cherche un médicament sans ordonnance. Parfait. Il suffit de connaître quelques expressions clés. J'ai mal à, suivi de la partie du corps.
la tête, le ventre, la gorge. Et si vous voulez expliquer un symptôme, je suis fatigué, je ne dors pas bien, je suis stressé. En résumé, ces phrases du quotidien sont essentielles. Elles permettent de fonctionner dans la vie réelle, d'interagir sans blocage, même avec un vocabulaire limité. Je vous recommande d'écrire ces phrases dans un carnet, de les répéter souvent à voix haute et de les jouer comme un petit théâtre. Faites semblant d'être au restaurant, dans un magasin, dans la rue. Répétez encore et encore. C'est comme ça qu'on progresse vite. Alors maintenant, Laura, on entre dans un univers que j'aime beaucoup, celui des expressions idiomatiques. Ce sont des expressions toutes faites, imagées, parfois un peu étranges, mais qu'on entend partout dans la vie quotidienne. Et souvent, ce sont elles qui font la différence entre quelqu'un qui parle un français de manuel et quelqu'un qui parle comme un vrai francophone. Tu sais, on peut avoir une grammaire parfaite, un bon vocabulaire, mais si on ne connaît pas ces expressions, on passe à côté de la manière dont les Français s'expriment réellement. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Je me souviens très bien de la première fois que j'ai entendu quelqu'un dire « J'en ai marre ». Je ne comprenais pas du tout. Je pensais que « marre » était un nom ou un objet. Et en fait, ça veut dire « Je suis fatiguée de cette situation » ou « Ça suffit ». C'est fou comme ces petites phrases reviennent tout le temps. Maintenant, j'en entends tous les jours. Les Français adorent ces expressions. Et je trouve que c'est ce qui rend la langue encore plus vivante, plus riche. Tu as tout à fait raison. Et je te propose qu'on fasse un petit tour ensemble de 20 expressions très fréquentes, qu'il faut absolument connaître pour mieux comprendre les natifs et pour pouvoir les utiliser soi-même, petit à petit. On commence avec la plus célèbre, celle que tu viens de citer. J'en ai marre. Ça veut dire qu'on est fatigué, qu'on en a assez. Par exemple, j'en ai marre de ce travail ou j'en ai marre d'attendre. On peut aussi dire j'en ai ras le bol. C'est encore plus fort. Oui, et parfois, je dis même j'en peux plus quand je suis vraiment fatiguée. Par exemple, j'ai trop de devoirs, j'en peux plus. Exactement. Ensuite, une autre expression qu'on entend souvent, c'est ça marche. C'est une manière simple de dire ok ou d'accord. Si quelqu'un te dit on se retrouve à 18h, tu peux répondre ça marche. Je l'adore, celle-là. C'est tellement pratique. C'est comme dire ok, pas de problème. Et les Français l'utilisent tout le temps, même dans des messages écrits. Oui. Une autre expression classique, c'est être crevé. Ça veut dire être très fatigué. On dit souvent je suis crevé ou elle est crevée. C'est familier mais courant. Oui, moi je l'utilise beaucoup après une longue journée. Je dis aujourd'hui j'ai trop travaillé, je suis crevée. Tu vois, tu es déjà très naturel. Une autre que j'aime bien, c'est avoir la pêche. C'est l'opposé de être crevé. Si tu dis j'ai la pêche aujourd'hui, ça veut dire que tu es en forme, que tu as de l'énergie. C'est drôle parce que je l'ai entendu récemment. Quelqu'un m'a dit t'as la pêche toi ce matin. Et je ne comprenais pas pourquoi il parlait de fruits, mais maintenant je sais. Et il y a aussi avoir la patate, non? Oui, exactement. Avoir la patate, avoir la pêche, ou même avoir la banane. Ce sont des expressions pour dire qu'on est content, plein d'énergie. On utilise beaucoup d'images alimentaires en français pour exprimer les émotions. Une autre très utile, c'est pas grave. On l'utilise pour dire que ce n'est pas un problème. Par exemple, désolé, je suis en retard. Et l'autre répond, c'est pas grave. Je la trouve très polie. Elle permet de calmer la situation. Moi, je l'utilise quand quelqu'un fait une erreur ou quand je veux rassurer quelqu'un. Exactement. Et dans le même style, tu as t'inquiète,
qui veut dire « ne t'inquiète pas », mais en version plus rapide, plus familière. Oui, je l'ai entendu souvent. T'inquiète, ça va aller. C'est une expression rassurante. Elle est très utile entre amis. On continue avec une expression un peu bizarre, mais très courante. Ça me saoule. Ça veut dire que quelque chose nous énerve, nous dérange. Par exemple, ce bruit me saoule. C'est familier à ne pas utiliser dans un cadre très formel, mais très fréquent à l'oral. Oui, et j'ai aussi entendu « il est relou » qui veut dire qu'une personne est pénible ou ennuyeuse. Je crois que c'est lourd en verlan, non? Bravo, tu maîtrises même le verlan. Oui, relou vient de lourd, et c'est utilisé pour dire que quelqu'un ou quelque chose est gênant ou fatigant. Par exemple, il parle trop, il est relou. Ça, tu veux continuer avec quelques expressions que tu aimes utiliser? Oui, bien sûr, j'aime beaucoup « c'est dingue » pour dire « c'est fou » ou « c'est incroyable ». Je dis souvent « c'est dingue ce qu'il a dit » ou « c'est dingue comme il pleut aujourd'hui ». Et j'aime aussi « ça me dit quelque chose » pour dire que j'ai l'impression de connaître ou de reconnaître quelque chose. Par exemple, « ce nom me dit quelque chose ». Très bon choix. Tu parles comme une vraie Française. D'autres expressions utiles à connaître. Avoir un coup de cœur, pour dire qu'on a eu un coup de foudre pour quelque chose, qu'on adore. Par exemple, j'ai eu un coup de cœur pour ce film. Et une autre qu'on entend très souvent, ça ne me regarde pas, qui veut dire ce n'est pas mon affaire ou je ne veux pas m'en mêler. Et j'ai aussi entendu « être à côté de la plaque » pour dire qu'on se trompe complètement. Par exemple, tu crois qu'il est fâché? Fâché? Non, t'es complètement à côté de la plaque. Exactement. Et pour finir cette section, une petite série d'expressions toutes simples mais très fréquentes. C'est nul quand quelque chose ne te plaît pas. Trop bien quand tu es très content. Grave quand tu es d'accord. Et bien sûr, c'est pas possible quand tu es surpris. J'adore. Ce sont ces expressions qui m'ont permis de vraiment m'intégrer dans les conversations. Même si mon niveau n'était pas parfait, le simple fait de les connaître m'a donné plus de confiance. Et tu as tout compris. Ces expressions font partie du français réel, celui qu'on parle tous les jours. Alors, à vous qui nous écoutez, notez-en quelques-unes, choisissez vos préférés et commencez à les utiliser dès aujourd'hui. Vous allez voir, cela change tout dans votre manière de parler français. Laura, maintenant que nous avons bien travaillé la grammaire, les temps, les phrases de base, les expressions idiomatiques, il est temps de passer à un élément fondamental pour bien s'exprimer en français, les connecteurs logiques. On les appelle aussi mots de liaison ou mots charnières. Ce sont ces petits mots qui permettent de relier les idées entre elles, de donner du sens, de structurer son discours, de faire des transitions, de nuancer ses propos. Ce sont de tout petits mots ou expressions comme mais, par contre, en fait, donc, cependant, alors que, d'ailleurs, en plus, au contraire, en revanche, tout d'abord, bref, etc. Ils ont tous une fonction bien précise. Et c'est grâce à eux que ton français commence à paraître vraiment fluide et naturel. Tu sais, c'est un peu comme construire une maison. Les mots, la grammaire, c'est la structure. Mais les connecteurs, c'est ce qui fait circuler les idées à l'intérieur, ce qui donne de la cohérence. Sans eux, même avec un bon vocabulaire, le discours semble mécanique ou décousu. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je me souviens que pendant longtemps, je parlais avec des phrases simples, mais elles étaient toujours un peu coupées. J'enchaînais les idées sans transition, comme « j'aime le français »,« c'est difficile »,« je veux apprendre ». Et un jour, j'ai commencé à intégrer des petits mots comme « mais »,« donc »,« parce que »,« en plus », et là, ma manière de parler a complètement changé. Par exemple, maintenant je dis « j'aime le français », mais je trouve la grammaire difficile. Ou bien « j'apprends le français parce que j'adore la culture ». C'est tout bête, mais ça change tout. On a l'impression que tu maîtrises mieux la langue,
que tu réfléchis mieux, que tu parles avec plus de naturel. C'est exactement ça. Et tu viens de citer deux types de connecteurs très importants. Ceux qui expriment l'opposition comme mais et ceux qui expriment la cause comme parce que. Commençons justement par cela. Le plus simple, le plus connu, c'est évidemment mais. On l'utilise pour exprimer une opposition, une contradiction entre deux idées. Par exemple, j'aime apprendre le français, mais c'est parfois difficile. C'est probablement le connecteur le plus utilisé à l'oral. Ensuite, on a cependant, qui est un peu plus formel, mais qu'on entend aussi à l'oral. Par exemple, j'ai étudié toute la soirée, cependant, je ne me sens pas prêt pour l'examen. On peut aussi utiliser en revanche ou par contre. Par exemple, il fait froid aujourd'hui. Par contre, il ne pleut pas. Ou ce restaurant est cher. En revanche, il est excellent. Oui, j'ai souvent entendu par contre dans des conversations. C'est très courant, non? Oui, tout à fait. Par contre, est très utilisé à l'oral. C'est moins formel que cependant ou en revanche. Les Français l'emploient sans arrêt. C'est très pratique pour nuancer, pour dire oui, mais... Ensuite, il y a les connecteurs de cause. Le plus simple est parce que. Par exemple, j'étudie le français parce que je veux voyager en France. C'est clair, direct. Tu peux aussi dire puisque, qui veut dire à peu près la même chose, mais qui est parfois utilisé pour justifier une évidence. Par exemple, je vais me coucher puisque je suis fatigué. Et si tu veux paraître plus soutenu, tu peux utiliser étant donné que, comme dans étant donné qu'il pleut, je préfère rester chez moi. Oui, j'utilise beaucoup parce que. Et aussi comme, mais au début d'une phrase. Par exemple, comme il faisait froid, on est resté à la maison. C'est ça, non? Exactement, très bien vu. Comme est utilisé pour exprimer la cause. Mais il est toujours placé au début de la phrase. Ça permet de mettre en avant la raison. C'est un excellent moyen de varier ton expression. Passons maintenant aux connecteurs de conséquences, c'est-à-dire ceux qui permettent d'exprimer une conséquence logique. Le plus courant est donc. Par exemple, j'ai oublié mon parapluie, donc je suis rentré trempé. C'est très simple, très utilisé. On peut aussi dire alors, du coup, ou encore c'est pourquoi. Du coup est extrêmement fréquent à l'oral, presque trop, parfois. On entend souvent des phrases comme « Il n'a pas répondu, du coup je suis parti » ou « Je suis fatigué, du coup je vais me coucher tôt ». Ah oui, moi j'adore, du coup. Je l'utilise souvent, même parfois un peu trop. J'ai remarqué que les Français le mettent partout, mais ça donne un rythme à la phrase. C'est plus vivant. C'est vrai, mais attention, justement, il faut éviter de trop l'utiliser, sinon ça devient une habitude mécanique. Il vaut mieux varier. Tu peux alterner avec donc, alors, par conséquent. C'est pour ça que tout dépend du niveau de formalité et du contexte. Maintenant, parlons de connecteurs d'ajout. Ceux qui permettent de rajouter une information. Le plus connu est it, bien sûr. Mais tu peux aussi utiliser en plus, de plus, également, aussi, ou même par ailleurs, dans un style plus formel. Par exemple, j'aime le cinéma. En plus, je vais souvent au théâtre. Ou il est gentil et aussi très drôle. Oui, moi je dis souvent en plus. C'est très naturel. Et j'ai appris que aussi ne se met pas au début de la phrase. Sinon, ça change la structure, non? Exactement. Si tu commences une phrase avec aussi, il faut inverser le sujet et le verbe. Par exemple, aussi vais-je devoir partir tôt. Mais ça, c'est très formel, presque littéraire. À l'oral, on évite. On préfère dire et aussi, ou en plus. Continuons avec les connecteurs qui permettent de donner des exemples ou d'illustrer une idée. Tu peux dire, par exemple,
notamment comme ou entre autres. Par exemple, j'aime les sports d'hiver comme le ski ou le snowboard. Ou il parle plusieurs langues, notamment le français et l'allemand. Moi, j'utilise beaucoup, par exemple. Ça me permet d'expliquer plus facilement. Je dis souvent, j'aime les plats français, par exemple la quiche ou le gratin. Et j'aime bien, notamment aussi, je trouve ça élégant. Oui, c'est un mot qui donne un petit côté plus soigné à ton discours. Ensuite, on peut aussi utiliser des connecteurs pour organiser un récit ou une argumentation. Par exemple, tout d'abord, ensuite, puis, enfin, pour conclure. Ce sont des marqueurs de structure, très utiles quand tu fais une présentation ou que tu racontes quelque chose. Par exemple, tout d'abord, je vais me présenter. Ensuite, je parlerai de mon parcours. Puis, je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi le français. Et enfin, je répondrai à vos questions. Oui, c'est ce que j'ai appris quand j'ai dû faire un exposé en français. J'ai utilisé d'abord, ensuite, enfin, pour montrer que mon discours avait une logique. Et ça m'a donné plus de confiance parce que je savais où j'allais. Exactement. Et ça donne aussi plus de clarté à ce que tu dis. C'est rassurant pour celui qui écoute. On peut aussi parler de connecteurs pour exprimer la condition, comme si, à condition que, à moins que, dans le cas où, par exemple. Si tu veux, on peut se voir demain, ou je viendrai, à condition qu'il ne pleuve pas. Et bien sûr, ce pour exprimer une conclusion ou une résumé. Bref, en résumé, en conclusion, en un mot, en somme. J'adore dire bref, surtout quand je raconte une histoire. Par exemple, il m'a fait attendre 1 heure, il n'était pas prêt, il a oublié mon nom. Bref, une catastrophe. C'est très français, non? C'est même très typique, et tu le fais très bien. Alors, à vous maintenant. Choisissez 10 ou 15 connecteurs parmi ceux qu'on vient de voir. Essayez de les utiliser dans des phrases, dans un petit texte ou même à l'oral en vous enregistrant. Ces petits mots vont vous aider à parler avec fluidité, naturelle et logique. C'est la clé pour passer du niveau débutant à un français plus avancé. Laura, on va maintenant aborder un point qui peut transformer l'apprentissage du français pour beaucoup de personnes. Ce point, c'est penser en français. Si tu veux vraiment parler couramment, avec fluidité, sans hésiter à chaque mot, sans avoir besoin de tout traduire dans ta tête, il faut franchir cette étape. C'est probablement une des choses les plus difficiles au début, mais aussi l'une des plus puissantes. Beaucoup d'apprenants se bloquent parce qu'ils essayent de penser dans leur langue maternelle, puis de traduire chaque mot en français et ensuite de le prononcer. Ce processus est trop long, trop lent, et il provoque beaucoup de frustration. Le cerveau n'a pas le temps. Alors les phrases deviennent hachées, hésitantes, pleines de blanc. Et ce n'est pas un problème d'intelligence ni de mémoire. C'est juste un problème de stratégie. Penser en français, ce n'est pas forcément parler vite ou parfaitement. C'est simplement changer le point de départ dans ta tête. Ne pas dire table, puis chercher table en français. Mais voir une image mentale d'une table et associer immédiatement ce mot au mot français table. C'est plus un réflexe qu'une traduction. Penser en français, ça commence par des choses toutes simples. Par exemple, tu es dans ta cuisine et tu veux boire de l'eau. Au lieu de penser I want water ou quiero agua, essaye de penser tout de suite je veux de l'eau. Même si tu ne le dises pas à voix haute, essaye de formuler ta pensée en français. Et si tu ne connais pas le mot, ce n'est pas grave. Tu peux remplacer ou décrire, dire dans ta tête je veux le liquide transparent qu'on boit. Ça paraît bête, mais c'est comme ça que tu commences à réfléchir en français. C'est comme quand un enfant apprend. Il ne connaît pas tous les mots, mais il commence à penser avec les mots qu'il a.
Il complète avec des gestes, des images, des synonymes. Et plus il apprend, plus sa pensée devient précise. Je me reconnais complètement dans ce que tu dis. Moi aussi, au début, je traduisais tout depuis l'espagnol. Et c'était très lent. Quand quelqu'un me posait une question, j'avais besoin de temps pour réfléchir, pour traduire, pour organiser la phrase. Et souvent, je me sentais frustrée parce que je savais ce que je voulais dire, mais je n'arrivais pas à le dire en français. J'avais le message dans ma tête, mais pas la version française. Alors, j'ai commencé à faire un petit exercice chaque jour. Quand j'étais seule dans la rue, dans le bus, à la maison, je m'obligeais à penser en français, même si c'était juste une phrase. Par exemple, il fait beau aujourd'hui, ou je vais me faire un café, ou je dois répondre à ce message. Rien de compliqué, mais c'était en français dans ma tête. Et petit à petit, je suis passée de 2 ou 3 phrases par jour à des pensées complètes en français. Ça ne s'est pas fait en une semaine. Mais aujourd'hui, je peux dire que je pense en français dans beaucoup de situations. Et ça me donne de la fluidité, même quand je parle à l'oral. Ce que tu décris est exactement ce que je conseille à mes élèves. C'est un entraînement discret, mais extrêmement puissant. Et ce qui est intéressant, c'est que tu n'as même pas besoin de parler à haute voix. Tu peux pratiquer mentalement, dans ta tête, à tout moment de la journée. En regardant par la fenêtre, tu peux te dire « Il y a une voiture rouge qui passe. Un homme marche vite sur le trottoir. Le ciel est nuageux. » Ce sont des phrases simples, mais elles t'aident à construire ton système de pensée en français. Et c'est comme ça que tu fais passer ton cerveau en mode français. Tu arrêtes d'être un traducteur et tu deviens un locuteur. Ce n'est plus un travail de dictionnaire, c'est un travail de familiarité. Il y a une autre stratégie que je recommande souvent, c'est de parler à soi-même en français. Tu es seul à la maison? Très bien, raconte-toi ta journée, commente ce que tu fais. Je vais cuisiner. Je coupe une tomate. Où est mon couteau? Je le pose sur la table. C'est très simple, très naturel. Et tu n'as besoin de personne pour pratiquer. Tu deviens ton propre coach. Et le cerveau adore ça, parce qu'il fonctionne par répétition. Plus tu penses en français, plus tu installes le français comme ta deuxième langue de réflexion. Oui, c'est fou comme le cerveau s'adapte. Je me souviens d'un moment où j'ai rêvé en français pour la première fois. Ce n'était pas un rêve très clair, mais les gens parlaient en français dans ma tête. Et je me suis réveillée avec le sourire. Je me suis dit, ça y est, mon cerveau commence à penser autrement. Et après ça, tout est devenu plus fluide. Je ne me posais plus 1000 questions avant de parler. Je sentais les phrases. C'est comme une musique. Tu ne sais pas toujours expliquer pourquoi, mais tu sens que c'est juste. Tu touches un point essentiel, la musicalité de la langue. Penser en français, ce n'est pas seulement des mots, c'est aussi une intonation, une logique de phrase, une manière d'enchaîner les idées. Et cette logique, tu l'apprends par l'écoute. Je conseille souvent d'écouter beaucoup de contenu en français, même sans tout comprendre. Des podcasts, des vidéos, des chansons. L'important, c'est d'habituer ton cerveau au rythme du français. Plus tu entends la langue, plus tu la comprends, et plus tu l'entends, plus tu commences à l'utiliser naturellement dans ta tête. Une astuce très simple, c'est d'écouter un dialogue en français, puis de le rejouer dans sa tête. Par exemple, tu écoutes une scène de film, et ensuite, tu fermes les yeux et tu essaies de te rappeler ce qui a été dit. Ou mieux encore, tu inventes la suite du dialogue. Tu prends les personnages et tu continues la conversation dans ta tête, en français. C'est un jeu, mais c'est très efficace. Tu crées une bulle mentale en français. Et au bout d'un moment, ça devient un réflexe. Tu vois quelque chose dans la rue et ton cerveau dit « Regarde cette affiche » au lieu de « Mira et ses cartels ». Et là, tu sais que tu es en train de franchir un cap. Oui, j'ai remarqué ça aussi. Parfois, je suis en train de faire quelque chose de simple, comme cuisiner,
et je me parle en français sans m'en rendre compte. Je dis « Voilà, je coupe l'oignon. Maintenant, je mets un peu d'huile. Où est le sel ?» Et je me rends compte que je ne traduis plus. Ce sont des automatismes et ça me donne énormément de confiance. Je ne me dis plus « Je suis une étrangère qui apprend le français ». Je me dis « Je parle français, tout simplement ». Et c'est exactement ce qu'on veut entendre. C'est la transition mentale qui fait passer d'un apprentissage scolaire à une vraie compétence vivante. Penser en français, ce n'est pas magique. Ce n'est pas réservé aux bons élèves ou à ceux qui vivent en France. C'est une habitude mentale, une décision quotidienne. Et plus tu le fais, plus c'est facile. C'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, tu tombes, puis un jour, tu tiens l'équilibre. Et ensuite, tu roules sans y penser. Donc mon conseil final sur ce sujet, c'est commence petit. 3 phrases par jour, puis 5, puis toute une activité. Choisis un moment dans ta journée où tu décides de penser exclusivement en français, même si ce n'est pas parfait. Ce moment peut être dans les transports, sous la douche, en marchant, en faisant la vaisselle. Peu importe, mais choisis-le et fais-en ton rituel de penser en français. Et tu verras, en quelques semaines, ton cerveau aura changé de langue et parler deviendra beaucoup plus naturel. Laura, il y a une question que beaucoup d'apprenants me posent. Est-ce que je dois parler comme un vrai Français ? Est-ce que je dois perdre mon accent ? Et tu sais quoi ? Ma réponse est toujours la même. Non, tu n'as pas besoin d'avoir un accent parfait. Ce qui est important, ce n'est pas de parler comme un Parisien, un Bordelais ou un Lyonnais. Ce qui compte, c'est de parler clairement, d'être compris facilement et de te sentir à l'aise avec ta propre voix en français. La prononciation n'est pas une question de perfection, c'est une question de communication et c'est un outil. Quand tu améliores ta prononciation, tu ne deviens pas plus français, tu deviens plus confiant, plus fluide, plus compréhensible. Tu gagnes du temps, tu évites les malentendus, tu réduis le stress et tu crées une meilleure connexion avec les autres. Alors aujourd'hui, je veux te donner quelques conseils simples mais très puissants pour améliorer ta prononciation, ton accent, ton rythme, sans chercher à être parfait. D'abord, il faut comprendre une chose. La prononciation en français repose sur 2 piliers essentiels. Le premier, c'est le son lui-même. Comment on prononce les voyelles, les consonnes, les liaisons. Et le deuxième, c'est la musicalité, c'est-à-dire le rythme, l'intonation, la mélodie de la phrase. C'est souvent là que les apprenants font la différence. Tu peux avoir les bons mots, mais si tu les dis avec une intonation étrange ou un rythme haché, ça devient difficile à comprendre pour un natif. Inversement, tu peux faire quelques erreurs de grammaire, mais si ton rythme est bon, si ta voix sonne française, on te comprendra sans problème. Je suis tellement d'accord avec toi. Moi, pendant très longtemps, je parlais avec un accent très fort. Je pensais que ce n'était pas grave parce que je faisais attention à la grammaire, autant au vocabulaire. Mais un jour, j'ai eu une discussion avec une Française et elle m'a dit « Tu connais plein de mots, mais parfois, je dois me concentrer pour te comprendre, parce que ta prononciation est un peu difficile. » Je ne l'ai pas mal pris, au contraire, ça m'a ouvert les yeux. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de travailler la clarté de ma voix. Pas pour avoir un accent parfait, mais pour parler avec plus de fluidité. J'ai commencé à écouter beaucoup de dialogues, à imiter les intonations, à répéter à voix haute. J'ai même utilisé une application pour comparer ma voix avec celle d'un natif. Et le plus étonnant, c'est que mon accent n'a pas totalement disparu, mais je suis beaucoup plus claire, plus confiante. Et les gens me comprennent tout de suite. C'est une excellente approche, Laura. Et tu viens de mentionner une technique très efficace, l'imitation active. C'est peut-être le meilleur exercice que tu peux faire pour progresser rapidement. Il suffit de choisir un extrait de podcast, une vidéo, une scène de film,
et de répéter exactement ce que tu entends, en copiant la prononciation, le rythme, les pauses, l'émotion. C'est comme apprendre une chanson. Au début, tu ne comprends pas tout, mais tu répètes le son, puis ton cerveau s'adapte. Il reconnaît les structures, il reproduit les sons, et au bout d'un moment, ça devient naturel. Je conseille souvent de faire ça avec des phrases courtes, 1 ou 2 lignes maximum pour bien se concentrer. Tu écoutes une fois, tu répètes, tu écoutes encore, tu répètes encore, et tu le fais 10 fois. Ce n'est pas ennuyeux, c'est un entraînement de prononciation puissant. Un autre aspect très important, c'est la gestion des sons difficiles pour les non-francophones, en particulier les voyelles nasales comme on, an, in et les u ou e qui n'existent pas dans beaucoup de langues. Ces sons doivent être travaillés séparément, de manière consciente. Par exemple, tu peux prendre 3 mots, pain, pan, pont. Ils se ressemblent, mais chaque son est différent. Si tu ne fais pas attention, tu risques de confondre pain, le pain qu'on mange, pan, un bruit ou une expression, et pont, le pont d'une rivière. C'est là que les malentendus arrivent. Il ne faut pas paniquer, il faut juste écouter la différence, puis répéter lentement, avec la bouche bien positionnée. L'idéal, c'est de se regarder dans un miroir en le faisant, de sentir le son dans la gorge, dans le nez, dans la bouche. C'est un travail physique, presque comme un sport. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les sons nasaux. Au début, je disais toujours bon pour tout. Mais après avoir écouté des podcasts, j'ai commencé à remarquer la différence. J'ai pris un cahier, j'ai écrit des mots avec in, on, et chaque matin, je les lisais à voix haute, 5 minutes par jour. Et petit à petit, j'ai senti que ma bouche faisait le bon mouvement. C'est comme si mon corps avait appris à parler français. Maintenant, je fais encore des erreurs, mais les gens me comprennent toutes de suite. Et ça change tout. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et j'ajouterai un autre exercice simple mais très puissant. Se lire à voix haute. Tu prends un texte en français, même très simple, et tu le lis doucement, en articulant bien chaque mot. Pas pour faire un exercice de vitesse, mais pour entendre ta voix en français. Tu peux même t'enregistrer avec ton téléphone. Et ensuite t'écouter. Ce n'est pas toujours agréable, mais c'est très instructif. Tu entends ce qui va bien, ce qui ne va pas. Tu prends conscience de tes points forts et de ce que tu peux améliorer. Et tu progresses. Une dernière chose que je veux partager, c'est cette idée. Tu as le droit d'avoir un accent. Ce n'est pas un défaut, c'est une richesse. Ça montre que tu viens d'ailleurs, que tu apprends une nouvelle langue. L'accent ne doit pas être une barrière, ni une honte. Ce qui compte, c'est de parler avec confiance, clarté et envie de communiquer. Le but n'est pas de ressembler à un Français. Le but, c'est d'être toi-même en français. Laura, maintenant qu'on a vu les bases du français, les structures grammaticales, les temps, la prononciation, les expressions, il est temps d'aborder une dimension absolument essentielle pour progresser vraiment dans une langue. Le vocabulaire. Tu peux avoir la meilleure grammaire du monde, savoir conjuguer parfaitement tous les verbes, mais si tu n'as pas de mots, tu ne peux pas t'exprimer. C'est comme avoir une voiture sans essence. Et pourtant, beaucoup de gens font la même erreur. Ils essayent de mémoriser des listes de mots interminables, avec des dizaines de nouveaux termes chaque semaine, mais sans les utiliser, sans les entendre dans un vrai contexte, sans les voir dans des phrases vivantes. Et au bout de quelques jours, ils oublient tout. Résultat, frustration, impression de ne pas avancer et perte de motivation. Le secret, c'est que le vocabulaire ne s'apprend pas comme une leçon de mathématiques. Il ne suffit pas de lire ou de recopier des mots. Il faut les vivre, les entendre, les utiliser, les ressentir.
Ce que je dis toujours à mes étudiants, c'est le cerveau adore le sens. Il retient ce qui est utile, répété, relié à une émotion ou à une expérience personnelle. Alors, au lieu de passer 1 heure à apprendre 50 mots au hasard, il vaut mieux passer 15 minutes à apprendre 10 mots bien choisis que tu vas entendre plusieurs fois, répéter, utiliser, intégrer. Et pour ça, il existe des méthodes très simples, très puissantes, que tu peux utiliser dans ton quotidien. Je suis entièrement d'accord. Pendant mes premiers mois d'apprentissage, je faisais comme tout le monde. J'ouvrais un cahier, j'écrivais des listes de mots et je faisais des fiches, des colonnes. Et au début, ça me donnait l'illusion de progresser. Mais 2 jours après, j'avais oublié la moitié. Et quand je devais parler, rien ne me venait. J'avais les mots quelque part dans la tête, mais pas disponibles à l'oral. Alors, j'ai changé de méthode. J'ai commencé à noter uniquement les mots que je rencontrais en contexte. Quand je regardais une série, quand je lisais un article, ou quand quelqu'un disait un mot que je ne connaissais pas. Je notais ce mot, mais surtout, je notais la phrase entière, le contexte, parfois même l'émotion. Et ensuite, je le répétais, je l'utilisais dans d'autres phrases. Et là, la magie a commencé. Les mots restaient. Ils devenaient à moi. Tu as trouvé la bonne méthode. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage en contexte. Au lieu de mémoriser des mots isolés, tu apprends des blocs de langue, des expressions entières, des mini-phrases. Tu ne retiens pas seulement le mot, tu retiens quand et comment on l'utilise. Et ça change tout. Par exemple, si tu apprends le mot partir, tu peux l'apprendre dans la phrase quoi. Je pars en vacances demain. Et ensuite, tu peux varier. Il est parti ce matin. On va partir tôt. Tu veux partir maintenant, etc. Tu construis des familles de phrases autour d'un mot et ton cerveau fait des liens. Un autre conseil que je donne souvent, c'est de créer son propre dictionnaire personnel. Ce n'est pas un dictionnaire classique, mais un cahier ou une application où tu notes les mots qui te parlent, que tu trouves utiles, que tu veux vraiment retenir. Tu peux les classer par thème, la nourriture, les émotions, le travail, la météo, la famille. Et pour chaque mot, tu peux écrire une phrase, une image, une association. Par exemple, pour le mot chaleur, tu peux écrire « Il fait très chaud aujourd'hui. J'adore la chaleur de l'été. » Et tu peux ajouter une photo d'un paysage ensoleillé. Plus tu engages tes sens et tes émotions, plus le mot devient vivant. Moi, j'ai fait ça pendant un temps. J'avais un carnet avec des dessins, des couleurs, des exemples personnels. Et je l'appelais mon carnet français. Ce n'était pas académique, ce n'était pas parfait, mais c'était mon espace de vocabulaire vivant. Et je le relisais tous les jours, juste 5 minutes. Et c'est fou comme les mots sont restés. Aujourd'hui encore, quand j'entends un mot, je me souviens du dessin, du moment où je l'ai écrit. Et je crois que ça m'a donné une relation affective avec les mots. C'est ce qui m'a fait aimer encore plus le français. C'est un très bel exemple. Et tu touches un point essentiel, l'attachement émotionnel. Quand tu apprends un mot dans une chanson que tu aimes, dans une scène d'un film qui t'a touché, ou dans une conversation qui t'a marqué, ce mot devient mémorable. Il est associé à une émotion. Et le cerveau adore ça. Il ne retient pas ce qui est neutre, il retient ce qui fait vibrer. C'est pourquoi je recommande aussi de lire et écouter beaucoup, mais pas n'importe quoi. Choisis des contenus que tu aimes, des histoires, des chansons, des vidéos. Même si tu ne comprends pas tout, laisse ton cerveau baigner dans la langue. Tu vas capter des mots, des expressions, des tournures. Tu vas les entendre plusieurs fois. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu vas commencer à les utiliser. C'est ça, l'apprentissage naturel. Il y a aussi une méthode que j'adore, la répétition espacée.
C'est une technique qui consiste à revoir les mots au bon moment, juste avant de les oublier. Il existe des applications comme Anki, Quizlet ou d'autres qui utilisent cette méthode automatiquement. Tu crées des cartes avec un mot d'un côté, une phrase ou une image de l'autre. Et l'application te propose de les revoir régulièrement. C'est comme un jeu. Et c'est très efficace. Moi, je conseille toujours. Pas plus de 10 cartes par jour. Mais tous les jours. 10 mots par jour. C'est 300 mots par mois. Et s'ils sont bien appris, bien utilisés, c'est énorme. Oui, j'ai utilisé Anki pendant un moment, mais ce que je préfère, c'est écrire mes propres cartes, même sur papier, parce que quand j'écris, je retiens mieux et je relis mes cartes le soir avant de dormir. Je trouve que ça m'aide aidé à fixer les mots dans la mémoire. Et le lendemain, je fais des petites phrases avec ces mots. Par exemple, si j'ai appris le mot tâche, j'écris « J'ai beaucoup de tâches à faire aujourd'hui » ou « Cette tâche est difficile ». Et comme ça, je réactive le mot. Il ne reste pas dans une fiche. Il vit dans ma tête. Tu as tout compris. C'est exactement ça qu'il faut faire. Apprendre moins, mais mieux. Et surtout, réutiliser les mots rapidement, dans les 24 à 48 heures. Si tu entends un mot nouveau et que tu ne le réutilises pas dans les 2 jours, il y a 90% de chances que tu l'oublies. Mais si tu le réutilises dans une phrase, dans une discussion, dans ton carnet, tu l'installes. Il devient disponible dans ton cerveau. Et c'est ça, le but du vocabulaire. Rendre les mots disponibles. Pas juste les connaître, mais pouvoir les sortir quand on en a besoin. Alors mon conseil, pour toi qui nous écoutes, c'est très simple. Choisis un thème par semaine. La nourriture, les émotions, les vêtements, les transports, le travail, les loisirs, etc. Chaque jour, découvre 5 à 10 mots nouveaux dans ce thème. Écoute-les, écris-les dans une phrase, répète-les à voix haute, crée une carte mentale. Et surtout, utilise-les dans une mini-histoire, une conversation, un message vocal. À la fin de la semaine, tu auras un vocabulaire actif, vivant, utile. Et en 3 mois, tu peux vraiment transformer ton niveau. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé du présent, du passé, des phrases du quotidien. Mais il y a un autre temps fondamental pour bien parler français, le futur. Parce qu'on ne parle pas uniquement de ce qu'on vit maintenant ou de ce qu'on a vécu. On parle aussi de ce qu'on va faire, de ce qui va arriver, de nos projets, nos rêves, nos intentions. Et pour ça, en français, on a 2 grandes manières de parler du futur. Le futur proche et le futur simple. Ce sont 2 outils très puissants et ils sont utilisés tous les jours par les francophones. L'objectif, c'est de comprendre quand utiliser l'un ou l'autre et comment les former naturellement, sans blocage, sans hésiter à chaque phrase. Commençons par le futur proche, parce que c'est le plus simple à utiliser et aussi le plus courant à l'oral. Sa structure est très claire. Aller au présent plus verbe à l'infinitif. Par exemple, je vais manger, tu vas sortir, il va voyager, nous allons apprendre le français, vous allez comprendre, elles vont réussir. C'est un temps qu'on utilise pour parler de ce qu'on va faire très bientôt ou pour exprimer une intention immédiate, un plan, quelque chose de prévu. Le futur proche est le premier temps du futur que j'enseigne à mes élèves. Pourquoi ? Parce qu'il est très intuitif, très flexible et surtout, il est très proche du présent. C'est presque une continuité. Quand je dis « je vais parler avec mon professeur », c'est souvent une action prévue, décidée, parfois même dans les prochaines heures. Et ce qui est génial, c'est que ce temps se forme avec un verbe que tu connais déjà très bien. Le verbe « aller ». Donc pas besoin d'apprendre une nouvelle conjugaison. Il suffit de prendre « je vais »,« tu vas »,« il va », etc. et de coller le verbe que tu veux.
Résultat, tu peux exprimer énormément de choses avec très peu d'efforts. Oui, moi j'ai beaucoup utilisé le futur proche au début. C'était beaucoup plus facile que le futur simple. Par exemple, quand je devais dire mes plans à mon professeur, je disais je vais étudier ce soir ou je vais faire mes devoirs demain. Et dans la vie quotidienne aussi, je l'utilisais tout le temps. Je vais acheter du pain, on va voir un film, tu vas venir à la fête? C'est un réflexe maintenant. Et j'ai remarqué que même les Français l'utilisent genre énormément, surtout à l'oral. C'est presque plus naturel que le futur simple dans la conversation. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Le futur proche est le temps préféré des Français à l'oral. Même quand on pourrait utiliser le futur simple, on garde souvent le futur proche pour rester plus direct, plus vivant, plus spontané. Cela ne veut pas dire que le futur simple est inutile. Au contraire, le futur simple est lui aussi essentiel. Il est plus formel, plus neutre, plus classique. Et on l'utilise beaucoup à l'écrit, dans les journaux, dans les livres, dans les documents administratifs, mais aussi à l'oral, quand on veut parler de quelque chose de plus lointain ou de moins personnel. Prenons un exemple. Je vais partir demain. C'est clair, c'est proche, c'est prévu. Mais si je dis « je partirai un jour en Afrique », là je parle d'un projet plus vague, d'un souhait futur, quelque chose de plus lointain. Donc le futur simple a une valeur un peu plus abstraite, plus générale. Et il est aussi très utile pour faire des promesses, des hypothèses, des prévisions. C'est vrai que j'ai mis plus de temps à utiliser le futur simple. Ce n'est pas qu'il est difficile, mais il faut apprendre les terminaisons. Et parfois, à l'oral, je ne savais pas s'il fallait dire « je partirai » ou « je vais partir ». Mais maintenant, je comprends mieux la différence. Le futur proche, c'est pour mes actions, mes plans. Le futur simple, c'est pour des choses plus générales ou pour parler un peu plus joli, plus élégant. C'est une très bonne définition. Et pour ceux qui nous écoutent, je vais vous donner maintenant une astuce simple pour bien former le futur simple. Ce temps se construit avec l'infinitif du verbe plus les terminaisons suivantes. Ai, as, a, ons, is, ont. Par exemple, je parlerai, tu finiras, il prendra, nous verrons, vous choisirez, ils sauront. Les terminaisons sont les mêmes pour tous les verbes réguliers, même si la base change un peu avec certains verbes irréguliers comme être, avoir, aller, faire, voir, pouvoir. Mais avec un peu de pratique, ça devient très automatique. Et là encore, pas besoin d'apprendre 100 verbes d'un coup. Choisis 10 verbes que tu utilises souvent et entraîne-toi à faire des phrases avec ces 10 verbes au futur simple. Tu verras, en quelques jours, tu seras déjà beaucoup plus à l'aise. Ce que je recommande souvent, c'est de créer une petite routine personnelle avec les deux temps. Par exemple, chaque matin, tu peux écrire 3 phrases avec le futur proche. Aujourd'hui, je vais. Ce soir, je vais. Demain, je vais. Et ensuite, 3 phrases avec le futur simple. Un jour, je ferai. Plus tard, j'irai. Dans 10 ans, je vivrai. Ce sont 2 visions du futur différentes, mais elles sont complémentaires. Et en les pratiquant ensemble, tu progresses 2 fois plus vite. Moi, j'aime bien imaginer ma journée au futur proche et mon avenir au futur simple. Par exemple, aujourd'hui, je vais faire du sport, je vais appeler ma mère, je vais apprendre une nouvelle chanson. Et ensuite, plus tard, je vivrai en France, je travaillerai dans une école. Je parlerai français sans difficulté. Ça m'aide à me projeter, à rester motivée. Et ça me donne un cadre clair pour pratiquer. C'est une excellente méthode, très concrète et très motivante. Et tu vois, l'apprentissage du futur, ce n'est pas seulement une question de grammaire, c'est aussi une façon de penser, de se projeter positivement, de structurer ses objectifs. Apprendre à dire
je vais réussir, je vais progresser, je parlerai couramment. C'est aussi apprendre à croire en soi. Et ça, c'est l'essence même de l'apprentissage des langues. Si tu apprends le français depuis quelque temps, tu as certainement déjà eu cette expérience. Tu écoutes une vidéo, une conversation, un film, et tu te rends compte que les Français parlent beaucoup plus vite que ce à quoi tu t'attendais. Tu reconnais quelques mots, parfois une phrase entière, mais très vite, tout s'enchaîne, les sons se lignent, les syllabes disparaissent, et tu perds le fil. Tu te dis, mais c'est trop rapide, je n'y arriverai jamais. Cette sensation, tous les apprenants la connaissent, même ceux qui ont un bon niveau. Et ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une question de niveau. Ce n'est pas que tu es mauvais en français. C'est juste que le français oral réel est très différent du français des livres, des applications, des cours classiques. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à l'écouter autrement. La première chose à comprendre, c'est que les natifs ne parlent pas en récitant des règles de grammaire. Ils parlent avec des habitudes, des automatismes, des raccourcis. Ils mangent des mots, ils enchaînent les sons, ils utilisent des expressions toutes faites. Par exemple, au lieu de dire « je ne sais pas », ils disent « je sais pas ». Tu es là, devient « t'es là ». Il va y avoir du monde, devient « il va y avoir du monde ». C'est ça, le vrai français. Et si tu n'as jamais été exposé à cette manière de parler, forcément, tu te sens perdu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des techniques simples et efficaces pour s'y habituer progressivement. Oui, je me souviens très bien de cette frustration. Au début, je comprenais mes leçons, je comprenais les vidéos pédagogiques, je faisais mes exercices sans problème. Mais dès que j'écoutais une vraie conversation entre Français, je perdais tout. Je n'arrivais pas à suivre. Je me demandais même si c'était le même français que celui que j'avais appris. Mais petit à petit, j'ai commencé à m'y exposer plus souvent. J'ai regardé des vidéos de natifs, j'ai mis les sous-titres au début, puis je les ai enlevés. J'ai réécouté plusieurs fois la même scène. Et un jour, j'ai réalisé que je compréhendais beaucoup mieux. Même quand les gens parlaient vite, je n'avais pas tout compris d'un coup, mais j'avais appris à reconnaître le rythme, les sons, les mots clés. Ce que tu as fait, c'est exactement ce qu'il faut faire. La première étape pour améliorer ta compréhension orale, c'est de t'exposer régulièrement au vrai français parlé. Même si tu ne comprends pas tout, même si c'est frustrant, même si tu dois écouter 5 fois la même chose. Ton oreille a besoin de s'habituer. C'est comme une musique étrangère. Au début, tu entends juste des sons, mais plus tu l'écoutes, plus tu reconnais les refrains, les instruments, les mélodies. Le français, c'est pareil. Et ce qui est important, c'est la régularité. Mieux vaut écouter 10 minutes tous les jours que 1 heure une fois par semaine. Parce que ton cerveau a besoin de répétition. Je conseille souvent une méthode en 3 étapes. 1. Tu écoutes une première fois sans rien, juste pour entendre le son général, l'ambiance. 2. Ensuite, tu réécoutes avec les sous-titres en français pour voir ce que tu as compris et ce que tu as manqué. 3. Enfin, tu réécoutes sans les sous-titres pour renforcer ta mémoire auditive. Si tu veux aller plus loin, tu peux même répéter à voix haute ce que tu entends, phrase par phrase. C'est ce qu'on appelle le shadowing. Tu entends une phrase, tu fais pause, tu répètes et tu continues. C'est un exercice très puissant. Moi, j'ai beaucoup utilisé cette méthode. Je regardais des vidéos de YouTube ou des extraits de séries, parfois même des pubs. Et je faisais exactement ça. Une fois sans rien, une fois avec sous-titré, une fois sans. Et je choisissais des vidéos courtes, parce que sinon, je me fatiguais. Par exemple, une vidéo de 2 minutes, c'était parfait. Je pouvais la revoir 5 fois sans me décourager. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'au bout d'un moment, mon cerveau devinait les mots. Même si je ne comprenais pas chaque syllabe, je comprenais le sens général. Et ça, c'est très rassurant.
Tu viens de dire quelque chose de très important. On n'a pas besoin de tout comprendre pour comprendre. Quand tu écoutes une conversation, ce qui compte, ce ne sont pas les détails techniques, mais les mots-clés, l'intention, le ton. Si tu entends demain, rendez-vous, annuler, même sans comprendre la phrase entière, tu sais de quoi il s'agit. C'est pour ça que je conseille aussi de travailler par thème. Tu peux choisir un thème par semaine. Le travail, la météo, les sorties, les transports. Et écouter des vidéos qui parlent de ça. Tu vas entendre les mêmes mots encore et encore, dans des contextes différents. Et c'est comme ça que tu construis ton radar auditif. Tu captes plus vite. Tu reconnais les sons. Tu fais des liens automatiques. Et surtout, il faut apprendre à accepter l'incertitude. Tu n'auras jamais une compréhension parfaite, même au niveau avancé. Parce que les Français parlent parfois vite, parfois mal, parfois avec des accents différents. Mais tu peux apprendre à écouter intelligemment. Par exemple, ne reste pas bloqué sur un mot que tu ne comprends pas, continue d'écouter. Souvent, le sens global te donnera la réponse. Et si vraiment tu veux connaître le mot, note-le, cherche-le après. Mais ne casse pas le rythme de l'écoute. Oui, moi j'ai appris à écouter avec souplesse. Avant, je voulais tout comprendre, chaque mot, et je me stressais. Maintenant, je me concentre sur ce que je comprends, pas sur ce que je rate. Et ça change tout. Je suis plus détendue, et comme je suis plus détendue, je comprends mieux. C'est un cercle vertueux. Exactement. Et dernier conseil, varie les types de contenus. Ne te limite pas aux vidéos pédagogiques. Écoute aussi des vrais natifs. Des podcasts, des séries, des interviews, des films, même des messages vocaux sur WhatsApp. Le français n'est pas toujours le même partout. Il y a des accents différents, des vitesses différentes, des styles différents. Et c'est cette variété qui te prépare au vrai monde. Tu n'as pas besoin de comprendre tout de suite. Tu as juste besoin de t'habituer à la diversité. Et plus tu t'y exposes, plus tu deviens à l'aise. Alors, à toi qui nous écoutes, choisis dès aujourd'hui une petite vidéo de 2 à 3 minutes avec des sous-titres en français. Écoute-la 3 fois. Note quelques mots, répète quelques phrases et recommence demain. Si tu fais ça pendant une semaine, tu vas déjà sentir une vraie différence. Et si tu continues pendant 1 mois, tu vas être surpris de voir tout ce que ton oreille peut t'apprendre. Si tu as suivi cette formation jusqu'ici, tu as sûrement déjà pensé à cette phrase. J'ai peur de parler français parce que je vais faire des fautes. C'est peut-être même la phrase que tu répètes le plus souvent dans ta tête sans t'en rendre compte. Et tu sais quoi? Tu n'es pas seul. Cette peur est universelle. Elle touche des milliers d'apprenants, quel que soit leur niveau. Il y a cette crainte d'être jugé, de paraître bête, de dire un mot de travers, de mal conjuguer un verbe. On a peur que les autres se moquent ou qu'ils ne nous comprennent pas. Et parfois, cette peur devient tellement grande qu'on ne parle pas du tout. On comprend, on lit, on écoute, mais on évite de s'exprimer. Et c'est exactement ça qu'on va débloquer ensemble dans cette partie. Parce que tu ne peux pas devenir fluide sans oser parler. Et tu ne peux pas parler si tu restes paralysé par la peur de l'erreur. La première chose à accepter profondément, c'est celle-ci. Tu feras des fautes. Tout le monde en fait. C'est normal. Même les natifs font des fautes. Parfois à l'oral, parfois à l'écrit. On confond des mots, on oublie un accord, on hésite. Ce n'est pas un drame. L'important, ce n'est pas d'éviter l'erreur. L'important, c'est de communiquer malgré l'erreur. Tu veux commander un café en France. Personne ne te reprochera de dire « je vouloir un café » au lieu de « je voudrais un café ». Parce qu'on comprendra ton intention. Et à la fin, la communication aura eu lieu. Et plus tu oses parler, plus tu t'améliores. C'est un cercle vertueux. Tu parles, tu fais des erreurs, tu progresses, tu gagnes en confiance, tu parles plus. Je me reconnais tellement dans ce que tu dis. Moi aussi j'ai passé des mois
à apprendre le français en silence. Je lisais, j'écrivais, j'écoutais, mais je ne parlais pas. Pourquoi? Parce que j'avais cette voix dans ma tête qui me disait « Tu ne parles pas assez bien, tu vas te tromper, tu vas apparaître ridicule. » Et puis un jour, j'ai eu une conversation avec une amie française. J'ai fait plein de fautes, mais elle m'a regardée avec un grand sourire et elle m'a dit « Je comprends tout ce que tu dis, bravo de parler. » Et là, j'ai compris quelque chose. Les fautes ne sont pas un obstacle, elles sont une étape. J'ai commencé à parler plus souvent. Je me suis trompée, bien sûr, mais chaque erreur m'a appris quelque chose. Et aujourd'hui, je n'ai plus peur. Je fais encore des fautes, mais je suis libre. Je parle. C'est exactement ce qu'on doit viser. Parler librement. Et pour ça, il faut changer sa manière de penser. Beaucoup d'apprenants croient que la perfection précède la parole. Ils pensent en « quand je connaîtrai assez de mots, quand je maîtriserai bien la grammaire, alors je pourrai parler. » Mais c'est faux, c'est l'inverse. C'est en parlant qu'on apprend à parler. Il faut arrêter de croire qu'il faut être prêt pour se lancer. Tu es prêt dès que tu oses essayer, même avec des mots simples, même avec une grammaire approximative. Parce que ce qui te fait progresser, ce n'est pas d'attendre, c'est d'agir. Je vais te donner une astuce simple. Commence par parler avec toi-même. Pas besoin d'un professeur ou d'un partenaire au début. Tu es seul chez toi? Raconte ta journée en français. Parle de ce que tu vois, de ce que tu ressens. Par exemple, il fait beau aujourd'hui. Je suis un peu fatigué. J'ai envie de manger quelque chose. Tu peux même te regarder dans un miroir et faire comme si tu parlais à quelqu'un. Ce n'est pas ridicule. C'est un entraînement très puissant. Tu actives ta pensée en français. Tu te connectes à ta voix intérieure. Et petit à petit, tu prends l'habitude de t'exprimer. Moi, ce que j'ai fait aussi, c'est enregistrer ma voix. J'ai pris mon téléphone, j'ai lancé le dictaphone et j'ai parlé pendant 2 ou 3 minutes. Je parlais de ma journée, de mes objectifs, de mes émotions. Et puis j'écoutais. Et au début, c'était bizarre. J'entendais mes erreurs. Je trouvais ma voix étrange. Mais très vite, j'ai vu les progrès. J'entendais mes phrases s'améliorer. Et surtout, je voyais que je pouvais m'exprimer, même si ce n'était pas parfait. Et ça m'a donné confiance. Aujourd'hui, je fais ça 1 fois par semaine. C'est devenu une habitude. Et je me sens fière de ma voix en français. C'est une excellente idée. L'enregistrement, c'est comme un miroir pour ta voix. Ça te permet de voir où tu en es, sans pression extérieure. Et si tu veux aller plus loin, tu peux aussi envoyer des messages vocaux à un ami ou à un professeur. Commence par une phrase, puis 2, puis 1 minute. Peu à peu, tu vas créer un espace de parole sécurisé où tu peux pratiquer sans stress. Un autre point essentiel pour parler avec confiance, c'est d'accepter de simplifier ton message. Beaucoup d'apprenants veulent dire des choses trop complexes. Ils cherchent la phrase parfaite, avec un vocabulaire riche, une structure élégante, et ils se bloquent. Mon conseil, dis les choses simplement. Ce n'est pas grave si tu dis « Je vais au parc avec mon frère. Il fait beau, nous sommes contents. » Ce n'est pas un style littéraire, mais c'est clair, compréhensible, efficace. Et surtout, c'est une base solide. Tu pourras toujours enrichir ton expression plus tard, mais commence par oser dire ce que tu veux dire, avec les mots que tu connais déjà. C'est ce que j'ai appris à faire. Au début, je voulais tout dire comme dans les livres. Et je bloquais. Maintenant, je parle comme je peux. Et les gens me répondent me comprennent. Et quand ils me corrigent gentiment, je retiens mieux. Parce que j'ai vécu la phrase. J'ai fait l'effort. Et je progresse. Je ne suis pas parfaite, mais je suis libre. Et c'est ça qui compte. Tu viens de résumer parfaitement cette leçon. La liberté de parler, c'est plus important que la perfection grammaticale. Et je vais même te dire une chose. Les fautes font partie de ton accent, de ton identité linguistique. Elles ne te définissent pas comme quelqu'un de faible. Elles montrent que tu es en chemin
que tu avances, que tu oses. Et c'est une force. Alors, à toi qui nous écoutes, dès aujourd'hui, décide de parler, même avec des fautes. Parle dans ta tête, parle à voix haute, parle avec ton reflet, avec ton carnet, avec ton téléphone, avec un ami, avec un professeur. Mais parle, libère ta voix. N'attends pas d'être prêt. C'est en parlant que tu vas devenir prêt. Laura, on a parlé de vocabulaire, de grammaire, d'oral, de confiance, de prononciation. Mais il y a un point fondamental qu'on ne peut pas ignorer. La révision. Tu sais, apprendre quelque chose une fois, ce n'est pas suffisant. Le cerveau humain a une mémoire qui oublie vite, très vite. En fait, des études ont montré qu'on oublie environ 80% de ce qu'on apprend si on ne le révise pas dans les jours qui suivent. Et ce n'est pas parce qu'on est distrait ou qu'on manque de motivation. C'est simplement la nature du cerveau. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il trie. Il élimine ce qu'il pense inutile. Et pour lui, une information qu'on ne revoit jamais, c'est une information qu'on n'a pas besoin de garder. C'est pourquoi, si tu veux vraiment progresser en français, tu dois réviser intelligemment. Pas forcément longtemps, mais régulièrement. Et surtout, activement. Ce que j'appelle une révision active, c'est tout le contraire de la relecture passive. Tu sais, quand tu ouvres ton cahier et que tu relis une leçon ou une liste de mots, mais sans vraiment faire d'effort, juste avec les yeux. Cette méthode, malheureusement, ne fonctionne pas bien. Elle donne l'illusion de réviser, mais en réalité, ton cerveau ne travaille pas assez. Une révision active, c'est quand tu engages ton cerveau, quand tu cherches l'information, quand tu produis quelque chose. Par exemple, au lieu de relire une liste de mots, tu peux fermer le cahier et essayer de retrouver les mots par toi-même. Ou mieux encore, utiliser les mots dans des phrases. C'est ce processus de reconstruction qui permet à la mémoire de s'ancrer. C'est exactement ce que j'ai vécu. Au début, je relisais beaucoup mes leçons, mes notes, mes fiches, et je pensais que je révisais. Mais en fait, quelques jours plus tard, j'avais tout oublié. Alors, j'ai commencé à changer de méthode. J'ai pris l'habitude de me poser des questions. Par exemple, qu'est-ce que j'ai appris hier? Quels sont les nouveaux mots? Est-ce que je peux faire une phrase avec ce verbe? Et je me suis rendu compte que le simple fait de chercher les réponses dans ma tête, sans les lire, faisait une énorme différence. J'étais plus concentrée, je retenais mieux, et surtout, j'étais plus active dans mon apprentissage. Tu viens de décrire un principe fondamental de la mémoire, l'effort de récupération, c'est-à-dire le fait de chercher une information dans sa mémoire au lieu de la relire. Ce petit effort, ce mini-stress mental, est ce qui renforce la trace dans ton cerveau. C'est exactement pour ça que les tests, les quiz, les cartes mémoire sont si efficaces. Pas parce qu'ils te disent si tu es bon ou mauvais, mais parce qu'ils t'obligent à réfléchir, à activer ta mémoire. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage durable. Une autre méthode extrêmement puissante, c'est la répétition espacée. Tu en as peut-être déjà entendu parler. C'est une méthode qui consiste à revoir les informations au bon moment. Ni trop tôt, ni trop tard. Il existe des applications comme Anki, Quizlet, Memrise, qui utilisent donc ce principe. Tu y ajoutes ton vocabulaire, tes phrases, tes règles, et l'application te les repropose exactement au moment où tu es sur le point d'oublier. C'est une méthode très efficace, surtout si tu veux construire un vocabulaire actif solide sur le long terme. Moi, j'utilise Anki depuis quelques mois, et c'est vrai que c'est puissant. J'y mets surtout les mots que j'ai entendus dans des vidéos ou des conversations, mais que je n'utilise pas encore naturellement. Et chaque jour, je prends 5 ou 10 minutes pour faire mes cartes. Ce n'est pas long, mais c'est régulier. Et je sens que mon vocabulaire devient plus disponible. Avant,
Je reconnaissais les mots, mais je ne les utilisais pas. Maintenant, je les entends, je les dis, je les comprends. Et ce que j'aime aussi, c'est que je peux ajouter mes propres exemples, mes propres images mentales. Ça rend le tout beaucoup plus personnel. Tu fais exactement ce qu'il faut. Et ce que je conseille aussi à mes élèves, c'est de varier les outils. Parce que chaque outil stimule une partie différente du cerveau. Écrire à la main dans un cahier, c'est excellent pour la mémoire musculaire et visuelle. Répéter à voix haute, c'est parfait pour la mémoire auditive. Créer des phrases personnelles, c'est super pour l'émotion. Et si tu combines tout ça, tu as une révision riche, efficace, durable. Voici une routine simple que tu peux mettre en place dès maintenant. 1. Chaque soir, avant de dormir, repense à ce que tu as appris dans la journée. Même 3 ou 4 mots. Essaie de faire 1 ou 2 phrases mentalement. Chaque matin, relis tes notes de la veille et transforme-les en quiz personnel. Quel est ce mot déjà? Comment on dit ça en français? 3. Chaque semaine, choisis un thème. Par exemple, les émotions, les objets de la maison, les expressions idiomatiques et construis une mini-carte mentale avec des mots, des exemples, des phrases. 4. Une fois par semaine, fais une dictée orale. Écoute un petit podcast ou une vidéo et note les mots que tu comprends. Puis vérifie avec la transcription. 5. Et une fois par mois, écris un petit texte libre sur toi, ta semaine, tes objectifs, et lis-le à voix haute. Avec ça, tu révises tout. Le vocabulaire, la grammaire, l'oral, l'écrit, la mémoire, et tu avances. Moi, ce qui m'aide aussi, c'est de partager ce que j'apprends. Par exemple, je parle en français à mes amis, même si ils ne parlent pas français. Je leur dis une phrase, je leur traduis, je leur explique ce que ça veut dire. Et ce processus de transmission m'aide énormément. Parce que, pour expliquer, je dois comprendre. Et pour comprendre, je dois structurer. Et c'est ça qui rend l'apprentissage plus profond. Tu touches à un point essentiel. Enseigner, c'est apprendre 2 fois. Même si tu n'es pas professeur, tu peux t'expliquer à toi-même ce que tu viens d'apprendre. Tu peux reformuler. Tu peux créer un résumé oral. Tu peux inventer un dialogue avec toi-même. Tout ça, c'est de la révision active. Et ce qui est formidable, c'est que ça prend très peu de temps. Mais ça change tout. Alors, à toi qui nous écoutes, retiens ceci. La révision n'est pas un moment pénible à subir. C'est un moment de consolidation, de valorisation de ton effort. Et plus tu la rends active, plus elle est efficace. Ce n'est pas une question de temps, mais de qualité. Mieux vaut réviser 10 minutes activement que 1 heure en lisant sans réfléchir. Et avec les bons outils, tu peux même rendre ça amusant. Alors choisis ton outil préféré, ta méthode favorite. Et surtout, fais-en une habitude, même 5 minutes par jour. Ton futur toi te remerciera. Si tu es encore avec nous à ce stade de la vidéo, alors tu fais déjà partie des personnes les plus engagées. Et ça, c'est une force. Tu n'es pas là par hasard. Tu veux apprendre le français sérieusement. Tu veux aller jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'on va parler maintenant d'un point absolument essentiel. Comment organiser ton apprentissage sur le long terme? Parce que oui, apprendre le français, ce n'est pas une course de vitesse. C'est un voyage. Et comme dans tout voyage, il faut une carte, une direction, une méthode. Sinon, tu tournes en rond, tu te fatigues et tu finis par abandonner. La vérité, c'est que la plupart des gens abandonnent. Pas parce qu'ils sont nuls, pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais parce qu'ils n'ont pas de plan clair ou parce qu'ils essaient d'en faire trop vite. Ils veulent tout apprendre en 1 mois. Ils se mettent la pression. Et au bout de quelques semaines, ils sont épuisés. C'est comme aller à la salle de sport tous les jours pendant 2 semaines, puis plus jamais.
Ce qu'il faut, c'est de la régularité, pas de l'intensité extrême. Mieux vaut faire un peu chaque jour pendant 6 mois que tout faire en 1 mois et tout oublier ensuite. C'est exactement ce que j'ai vécu. Quand j'ai commencé le français, j'étais hyper motivée. J'ai téléchargé 10 applications, j'ai acheté 3 livres, j'ai suivi plein de comptes sur Instagram et pendant 2 semaines, j'étais à fond. Mais au bout de la 3e, j'étais fatiguée. Je ne savais plus quoi faire. Je me sentais perdue. J'avais l'impression de faire beaucoup, mais de ne pas avancer. Et puis un jour, je me suis posée et j'ai décidé de changer d'approche. J'ai pris un carnet et j'ai écrit « Pourquoi est-ce que j'apprends le français ?» Et ma réponse était claire. Parce que je veux vivre en France. Parce que j'aime cette langue. Parce que je veux parler avec les gens. À partir de là, j'ai construit mon propre plan basé sur mes objectifs à moi. Et ça a tout changé. Ce que tu as fait, c'est exactement ce que je recommande à tous mes élèves. La première étape, avant même de penser à la grammaire ou au vocabulaire, c'est de te demander « Pourquoi est-ce que j'apprends le français ? Quelle est ta vraie motivation ? Est-ce que c'est pour voyager, pour travailler, pour vivre en France ou au Canada, pour parler avec ton partenaire, pour lire des livres ? Cette motivation, c'est ton or magnétique. C'est ce qui te guide quand tu doutes, ce qui te redonne de l'énergie quand tu veux tout arrêter. Donc prends le temps d'écrire ta motivation et relis-la chaque semaine. Ensuite, définis des objectifs clairs mais accessibles. Pas des objectifs vagues comme « je veux parler couramment », mais des objectifs concrets, mesurables, réalistes. Par exemple, d'ici 1 mois, je veux savoir me présenter sans hésiter. D'ici 2 semaines, je veux connaître les 20 verbes les plus fréquents. Chaque jour, je veux écouter 10 minutes de podcast en français. Chaque dimanche, je veux écrire un petit texte de 5 lignes. Ces petits objectifs construisent une dynamique positive. Et chaque fois que tu en atteins un, tu gagnes en confiance. Moi, j'ai adoré faire un calendrier mensuel. Chaque début de mois, je note 4 ou 5 mini-objectifs. Et chaque semaine, je vérifie où j'en suis. Je me donne des missions, pas pour me stresser, mais pour me structurer. Et je varie les activités, une semaine plus, axée sur l'écoute, une autre sur l'écriture, une autre sur la grammaire. Comme ça, je ne me lasse pas. Et surtout, je sens que je progresse dans plusieurs dimensions. Tu touches ici un point important. L'équilibre dans les compétences. Trop d'apprenants se concentrent uniquement sur la grammaire ou uniquement sur les vidéos. Mais une langue, c'est comme un corps. Il faut entraîner plusieurs muscles. L'écoute pour comprendre. L'expression orale pour parler. La lecture pour enrichir ton vocabulaire. L'écriture pour structurer ta pensée. Et la grammaire pour construire des phrases solides. Ton plan doit inclure un peu de tout. Pas chaque jour, bien sûr, mais chaque semaine, essaie de faire au moins une activité dans chaque domaine. Et surtout, choisis des supports que tu aimes, des vidéos qui te font rire, des chansons que tu aimes, des textes qui t'inspirent. L'apprentissage ne doit pas être une punition, il doit être connecté à ta vie réelle. Moi, j'ai compris ça quand j'ai arrêté d'essayer de tout faire comme dans les manuels. J'ai commencé à apprendre à partir de mes passions. J'aime la cuisine, je regarde des recettes en français. J'aime le sport, je lis des articles en français sur les athlètes. Et là, mon apprentissage est devenu plus naturel, plus fluide, plus agréable. C'est exactement ça. L'apprentissage efficace, c'est celui qui s'intègre dans ton quotidien. Et pour tenir dans la durée, il faut que ce soit léger, plaisant, gratifiant. Voici quelques habitudes simples que je recommande souvent. Commencez chaque journée par 5 minutes de français. Écoute, lecture, écriture, ce que tu veux. Gardez un petit carnet ou une note dans ton téléphone
pour noter les nouveaux mots ou expressions. Parler à voix haute quand tu fais des tâches quotidiennes. Cuisiner, marcher, faire le ménage. Prévoir un rendez-vous français par semaine. Vidéo longue, conversation, dictée, mini-évaluation. Et surtout, ne pas culpabiliser si un jour tu ne fais rien. Ce n'est pas grave. L'important, c'est de reprendre le lendemain. Oui, c'est essentiel de garder un esprit bienveillant avec soi-même. On a tous des moments où on n'a pas d'énergie, où on doute, où on a envie de tout lâcher. Mais si on a un plan, une vision, une motivation claire, on peut revenir sur le chemin à tout moment. Exactement. Et parfois, le plus dur, ce n'est pas d'apprendre, c'est de continuer à apprendre. Alors à toi qui nous écoutes, je veux te dire une chose. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être constant, motivé et bien organisé. Écris ton pourquoi. Fixe-toi des mini-objectifs. Planifie ta semaine. Varie les activités. Et surtout, avance à ton rythme. Ton parcours t'appartient. Et chaque petit pas est une victoire. Et voilà. Tu es arrivé à la fin de ce cours complet. Tu viens de parcourir plus de 2 heures de formation intensive en français et je veux commencer cette conclusion par te féliciter. Ce que tu viens de faire est exceptionnel. Très peu de gens vont jusqu'au bout d'un contenu aussi long. Et si tu es encore là, c'est que tu fais partie de celles et ceux qui veulent vraiment progresser. Ceux qui ne se contenteront pas de quelques mots ou de quelques vidéos, mais qui sont prêts à investir du temps, de l'énergie et de la régularité pour apprendre une langue aussi belle que le français. Bravo, vraiment. Prends quelques secondes pour respirer, sourire et être fier de toi. Pendant ce cours, tu as vu toutes les bases essentielles. Tu as appris à construire des phrases, à utiliser les temps importants comme le présent, le passé composé, l'imparfait, le futur. Tu as découvert des structures utiles, des expressions de la vie réelle, des connecteurs logiques pour t'exprimer avec plus de fluidité. Tu as travaillé ta prononciation, appris à écouter les natifs, à enrichir ton vocabulaire, à surmonter ta peur de parler. Tu as appris à apprendre. Et surtout, tu as compris que le français, ce n'est pas seulement une langue étrangère. C'est un outil pour te connecter au monde, à une culture, à des personnes, à toi-même. Je te rejoins complètement, Thomas. Je veux aussi dire à tous ceux qui nous écoutent, merci. Merci de nous avoir accompagnés dans ce long parcours. Ce n'est pas juste un podcast. C'est une aventure humaine, un moment de partage, une preuve que quand on veut, on peut. Moi aussi j'ai été débutante. Moi aussi, j'ai douté. J'ai eu peur. J'ai fait des fautes. Mais aujourd'hui, je peux te dire une chose avec certitude. Ça vaut le coup. Apprendre le français m'a ouvert des portes, m'a permis de rencontrer des gens incroyables, de lire des livres magnifiques, de vivre des expériences inoubliables. Et si je l'ai fait, tu peux le faire aussi. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de tout comprendre tout de suite. Tu as juste besoin de continuer, encore et encore, de faire de cette langue une partie de ta vie, de l'écouter, de la parler, de la sentir. Le français est une langue vivante. Elle s'apprend dans le mouvement, dans l'action, dans la joie. Et c'est pour ça que je veux te laisser avec quelques conseils simples pour la suite. Parce que oui, ce cours est terminé, mais ton apprentissage, lui, continue. Et tu peux faire de ce cours un point de départ ou un nouveau chapitre dans ton parcours. Voici ce que je te propose. 1. Revois cette vidéo en plusieurs parties. Ce n'est pas un contenu qu'on regarde une seule fois. Chaque fois que tu réécoutes une partie, tu vas comprendre mieux, retenir plus, progresser. Crée un carnet d'apprentissage. Note les phrases que tu aimes, les mots que tu veux retenir, les erreurs que tu fais souvent. Ce carnet, c'est ton trésor personnel. 3. Pratique un peu chaque jour, même 5 minutes. L'important, ce n'est pas la quantité, c'est la régularité.
Une langue s'ancre avec le temps. Trouve une communauté. Parle avec d'autres apprenants. Rejoins un club. Participe à des forums ou des échanges linguistiques. L'apprentissage devient plus puissant quand il est partagé. Et quand on a partagé. 5. Continue d'écouter des podcasts, de regarder des vidéos, de lire en français, même si tu ne comprends pas tout. Ton cerveau travaille en silence. Il enregistre, il connecte, il apprend. Et surtout, n'abandonne pas. Il y aura des jours où tu seras fatigué, des jours où tu croiras ne plus progresser, des jours où tu douteras de toi. C'est normal, c'est humain, mais rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Rappelle-toi tout ce que tu as déjà accompli. Regarde d'où tu viens et sois fier de ton chemin. Tu es capable, tu es sur la bonne voie et tu n'es pas seul. Nous sommes là avec toi. Et des milliers d'autres apprenants sont comme toi, en train d'apprendre, de progresser, de rêver en français. Alors voilà ce que je te propose. Maintenant, fais de cette vidéo ton guide. Reviens-y quand tu veux. Utilise-la comme une base, une encre, une référence. Et si tu veux aller plus loin, continue d'apprendre avec nous. Il existe d'autres ressources, d'autres vidéos, d'autres podcasts. Le chemin ne s'arrête pas ici. Il ne fait que commencer. Et si tu veux nous aider, pense à faire ces 3 choses simples. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Laisse un commentaire pour nous dire ce que tu as pensé de ce cours, ce que tu as aimé, ce que tu veux apprendre ensuite. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui apprend le français. Un ami, un collègue, un membre de ta famille. Ensemble, on peut créer une communauté d'apprentissage encore plus forte. Et n'oublie pas, tu n'apprends pas juste une langue. Tu te transformes. Tu développes ta mémoire, ta patience, ta confiance. Tu ouvres ton esprit à une nouvelle culture. Tu deviens une version plus riche de toi-même. Et rien que pour ça, bravo. Merci du fond du cœur d'avoir été avec nous. On te souhaite tout le meilleur dans ton apprentissage. Et on espère te retrouver très vite pour une nouvelle aventure en français. À bientôt.